Bonjour les gars! Salut. Bonjour Claudia, bonjour Greg. Bonsoir. J'allais dire bonjour Disco Greg. Disco Greg. J'aime ça de voir danser au Comment début. qu'on t'avait appelé la semaine passée, Disco André, Bob? déjà? Non, on avait dit Polisson à l'art. Ouais, moi c'est oui. C'est Disco Greg et Polisson à l'art. Ouais, c'est irrévérencieux. J'ai la réputation d'être irrévérencieux. Ouais. André fait des slapshots. D'ailleurs, on va te donner l'occasion de l'être en masse aujourd'hui. Oh que oui. Plusieurs oui. sujets. On lance tout de suite ça j'allais dire on lance les hostilités, mais non, pas du tout. Là. Oui. Avec la question d'un auditeur à propos des Dash 8. Donc, Nicolas nous écrit que c'est pas son domaine de prédilection, l'aviation, mais il trippe beaucoup. OK. Il a le droit. Oui, c'est ça. Oui. ça Bienvenue. Oui, c'est ça, exactement. Bienvenue dans le club. Donc, il demande l'âge moyen des Dash 8, 100-300 et les options de remplacement. Alors déjà en partant, ce qui est important, tu sais, l'âge moyen des Dash 8 100-300, les séries n'ont pas été bâties en même temps. Ouais. Mhm. Fait que tu peux pas. C'est sûr que le 300 va être beaucoup plus récent que le 100-200. Mhm. Donc on parle de 2000, Ben, dans le cas de jazz, on parle de 2002 les 300. Ouais, à peu près. Mais tu vois, le dernier, si je regarde mes notes. Le dernier 100 a été bâti en 2005, le dernier 300 en 2009. Ouais. Donc, mais le premier 100 bâti en 86. Donc, fait Il y que a pas mal de les Dash 8 marge. en général, OK, règle générale, les Dash 8 ne sont plus très jeunes. OK. Mhm. Il y a un programme de rajeunissement qui a été mis en place pour essayer Ouais. d'étirer un petit peu les cycles. Habituellement, c'est plus les avions se font de manière générale. Il peut y avoir des exceptions, mais de façon générale, les avions se font rattraper par les cycles. Donc, on cumule les cycles. Un cycle, c'est grosso modo take-off power. Tu grimpes en altitude, tu t'en vas chercher ton altitude de croisière. Tu throttle back, tu descends, t'atterris. C'est grosso modo, c'est ça un cycle. Oui. OK. Fait que de wheels up à wheels down. Mhm. OK? Donc, au niveau des Dash 8, ils sont plus très, très jeunes. Effectivement, Mhm. ils volent beaucoup. Donc, on cumule beaucoup d'heures, beaucoup de cycles. Surtout C'est beaucoup de cycles. Oui. Souvent, un Dash 8 va avoir un nombre d'heures de vol et de cycles presque équivalent. Oui, ben, c'est ça l'affaire. Parce que c'est des vols courts. Oui, c'est du régional, Mhm. c'est du fait qu'à peu près, là, mais c'est pas ce qu'on va surtout targeter pour ce genre pour la durée de vie de l'appareil, OK? On va chercher on va regarder les heures et les cycles bien sûr là. Mais pour savoir combien de temps il reste là avant que l'avion soit scrap là, la plupart du temps, on va regarder au niveau des cycles parce que dans les cycles, on parle la structure va souffrir beaucoup parce qu'on parle de pressurisation. Pressurise, le métal travaille Exactement. à chaque fois. Il y a certaines autres pièces qui vont être traquées en heures à la place, etc., etc. Mais donc, pour revenir à la question qui nous est posée, premièrement, c'est de très bonnes machines parce que... C'est un avion qui vieillit bien. C'est un avion qui vieillit bien, puis c'est pas parce que c'est fabriqué au Canada qu'on dit ça, c'est parce que l'avion avait été pensé pour la brousse. Oui. Mettre un petit bémol ici, là, on s'entend, là, c'est pas pour atterrir en plein milieu de nulle part. Ça prend quand même une certaine préparation pour être capable de se poser. Mais c'est fait pour du terrain un petit peu rough, des pistes de gravier, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, puisqu'on les vole habituellement dans des conditions un petit peu meilleures que ce pourquoi ils avaient été prévus, Oui. ils t'offrent bien. Oui, entre autres. L'extérieur Mais est il pas serait moins capable d'en magané. prendre un peu plus que ça, il n'y a pas de problème. Fait qu'au niveau de l'âge moyen, c'est relativement quand même assez vieux. Au Canada, c'est Jazz principalement qui en vole. Il y en a d'autres, là. Il y a Voyageur qui en a. Mais il faut spécifier par contre que pour les Dash 800, 200, Ouais. le contrat avec Air Canada, il prévoyait la sortie des 100, 200 de la flotte. Là. Si c'est pas complété, ça va se compléter en 2020. Ouais. Mhm. Donc, on va voir du 300 et du 400 maintenant à l'avenir seulement chez Exactement. Jazz. Donc, la flotte va se rajeunir Mhm. de beaucoup quand même. Puis la moyenne d'âge, on parle d'à peu près, pour ce qui vole au Canada, là, dans le cas de Jazz, parce que je pense que notre auditeur mentionnait que lui, il s'en allait beaucoup vers la Gaspésie, Oui. des choses comme ça. Là. Donc, il vole très certainement avec Jazz. On parle d'une moyenne d'âge à peu près entre moi, parce que c'est difficile, ils sont pas achetés en même temps, bien évidemment. Là. Fait qu'aux alentours d'une quinzaine d'années ish. Là.
Mhm. Ouais, ça, c'est pour peut-être les, une petite affaire moins pour les plus vieux, on s'entend, là. pour les 100, 200, c'est vrai. Pour les 300 de Jazz, OK, ils sont tous été livrés 2002, quelques-uns en 2003. Donc, on est à 13 ans là, de moyenne d'âge. Tire ça un petit peu, parce qu'on est en 2020. Ouais. Fait que on s'en va vers les 15 et plus. Ouais, on s'en va vers... On est en ce moment à 13 Je dis ça de même, là, je dis pas... Ouais. Mais c'est des avions, normalement, on peut s'attendre dans une durée de vie normale, 25 ans sans problème. Bon, oui. Et le programme Jazz, d'ailleurs, a développé avec, à l'époque, ça appartenait encore à Bombardier, un programme d'extension de vie sur le 300. Donc, les avions sont probablement bons pour 35 ans d'âge sans problème. Ce qu'il faut mentionner, et ça vaut pour tous les types d'avions, un avion de ligne, ça peut durer longtemps. Si quand l'avion vieillit bien, c'est-à-dire qu'il lâche pas tout bas, tout côté. Ben ça c'est directement corrélé avec la fiabilité de l'avion le design et la maintenance. Et ce qui va être le facteur déterminant souvent pour ce type d'avion-là, c'est les pièces de remplacement. Ou le nombre d'appareils qui a été mis en service. Regardez l'exemple, le meilleur exemple qu'on peut donner, là, c'est les 737, 300, tu sais, les classiques, puis les A320 classiques. Il y en a des milliers en service. Il y a énormément de pièces qui sont disponibles et souvent, quand tu as beaucoup d'avions en service, les plus vieux, quand tu les retires, tu peux récupérer une partie des pièces pour les remettre en circulation. Ça fait des options de remplacement pas chères. Mais ça, c'est au niveau des components, hein, André? Ouais. Les components, c'est bon tant que tu es capable de les réparer. La durée de vie de l'appareil comme tel, ça va être surtout ce qui limite les Dash 8, ce qui limite les PC-12 aussi. Peut-être certains autres auditeurs ont entendu parler de la durée de vie d'un PC-12. Pilatus ne s'attendait pas à un succès aussi. Donc, ce qui limite, dans le cas du PC-12, c'est des heures. Là. Mais c'est l'airframe. Parce que ta valve, tu peux la faire réparer ou la changer autant de fois que tu veux. C'est principalement structural. Fait que quand on parle de durée de vie d'un appareil, les 310 d'Air Transat, c'est un autre très bon exemple. Des pièces, il y en a. Hein. Mais c'est pas les pièces le problématique. Là. C'est que l'âge, structuralement parlant, l'avion vieillit. Puis là, on commence à avoir de la difficulté, de la corrosion. Il faut faire des réparations. On serait rendu à faire de très grosses réparations structurales. On serait dû à remplacer des choses qu'il faudrait démonter la moitié de l'avion pour y avoir accès. Là, ça commence à être compliqué. Fait que si on revient au Dash 8, très bonne machine qui vieillit très bien. À qui il resterait une vingtaine d'années, si je comprends bien ce que vous dites, là? Peut-être un peu moins que ça. Parce qu'ils sont utilisés de manière très intense. Relativement assez intense. Puis le programme de rajeunissement, là, ça rajoutera pas 50 000 heures. Là, okay? Non. OK. Donc, ça double pas la durée de vie. C'est pour ça que je te dis, on passe de 25 à 35. Ouais, peut-être un 5, 6, peut-être 10 000 heures de plus, là, ou 10 600. Ça dépend. Le programme comme tel, je le connais pas en détail, là, mais l'extension qui va être donnée, ça doublera pas la durée de vie. Maintenant, pour répondre à l'autre question, le remplacement. Et ou l'équivalent, actuellement, si tu veux quelque chose d'équivalent au Dash 8 300, ça va être de l'ATR 42. Puis si tu veux quelque chose pour remplacer, admettons que tu voudrais le Dash 8 400, qui est encore en production, ce serait l'ATR 72. OK? Personnellement, moi, dans ce cas-là, très précisément, j'irais avec un Dash 8 400, pour la simple et bonne raison que l'ATR 72 est underpowered. Il n'y a pas de nouvelle version disponible maintenant. C'est le 60... L'ATR 72? Le 72. Il n'y a pas de version plus remotorisation ou de plus puissante? Non. À l'époque, longue histoire courte, à l'époque, quand ATR était sorti avec son ATR 72, le 150 n'existait pas encore, mais éventuellement, Pratt a poussé pour que l'ATR 72 soit remotorisé avec du 150. ATR ne veut pas parce que trouve, entre autres, que le moteur coûte trop cher et est un peu pesant pour le design de l'avion comme tel. Il faudrait qu'il fasse des grosses modifications structurales et tout ça. Et du côté de The Avalon Canada, il est toujours pas question de relancer la production des 100, 200, 300. Moi, 100, 200, personnellement, j'irai pas là-dedans. Il n'y a pas de marché pour ça. Pas de marché. Mais le 300, j'y songerais sérieusement. La question, c'est le coût de production à ce moment-là qui est trop élevé parce que il faut penser que quand on réduit la taille d'un avion en termes de passagers, si on prend un avion qui contient 50% moins de passagers qu'un avion de ligne ordinaire,
tu réduis pas son coût de production de 50%, tu le réduis d'à peu près 10-20%. C'est à peu près le même ouvrage, assembler les ailes d'un Q400 au fuselage, les attacher au fuselage, que d'attacher les ailes d'un 320 ou d'un 320 ou d'un 320 sur un fuselage, OK? Donc, ton coût par siège disponible augmente beaucoup quand tu réduis la taille d'un avion. C'est ce qui fait que c'est un marché extrêmement difficile. Il n'y a pas beaucoup de volume. Tu n'as pas les volumes comme tu as dans le 320. Donc, tu n'es pas capable de te rattraper sur le volume non plus. Donc, la marge bénéficiaire est bien étroite dans l'aviation. Oui, il faudrait qu'ils repartent la production avec exactement ce qu'ils ont sous la main. Ouais. Fait qu'on redesign pas, on touche plus à rien, on fait juste repartir la production telle qu'elle était quand ils l'ont arrêtée. Alors, puis là, pour les gens de la Gaspésie qui vont voyager entre les Gaspésies et les îles de la Madeleine, par exemple, en avion. Les deux gros compétiteurs, là, c'est The Avalon, là, où ça a été bombardé, puis c'est redevenu The Avalon, et ATR. Mm-hmm. Il y a déjà eu le Saab 340, Saab 2000, il y avait l'ATP à l'époque, tout ça, mais aujourd'hui, il n'y a rien de tout ça qui ne va. Là. Ben, les Saab 340 encore un petit peu, là, puis le Saab 2000 aussi, mais ça n'a pas eu c'est dommage parce que le Saab 2000, c'est une superbe machine, là, mais ça n'a pas eu le marketing. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ça n'a pas eu le marketing que ça aurait dû, là, fait que ça n'a pas percé vraiment. Fait qu'aujourd'hui, il y a deux gros joueurs, c'est The Avalon puis ATR. Ouais. Et voilà. Et contrairement à ce qu'on peut penser, l'ATR est relativement quand même assez populaire au Canada, surtout dans le Nord à cause de la porte-cargo. Ouais. Et aussi, ils ont moins de problèmes d'être underpowered dans l'air froid. Ouais, c'est sûr que... Non, underpowered, si tu parles à n'importe quel pilote, il va dire si je sais déjà à l'avance que je suis underpowered, froid, pas froid. Je suis pas content quand même. Je suis pas content pareil. Ben, j'ai chaud même quand il fait froid. Ouais. J'ai jasé avec du monde en Éthiopie, les pilotes disaient le Q400 et eux, comme pilotes, là, je parle pas de coup de maintenance ou quoi que ce soit, comme pilote, l'avion, ils l'adorent. Je comprends. Ça grimpe comme ça. C'est le moteur là-dessus, c'est vraiment très fort. Au Canada, vous faites des très bons moteurs. Excellent. Donc, Nicolas, on espère qu'on a bien répondu à ta question. Oui. Et d'ailleurs, chers auditeurs, ne vous gênez surtout pas pour nous en envoyer. Ça nous fera plaisir si on peut vous aider. Oui. Ben, vous aider. Vous satisfaire. D'accord. Ensuite. Les effets du COVID-19 continuent de se faire sentir en aviation. Je pense qu'on va peut-être s'installer un petit update systématique jusqu'à ce qu'on soit passé à travers. Ouais. IATA prédit des pertes énormes. Oui. Pour l'industrie. Oui. Si on garde une transmission modérée. Ouais. On était à 63 milliards. La semaine passée, et là, on est rendu à un scénario possible de 115 milliards, 117 milliards si la propagation s'avance. Moi, je pense que c'est ce scénario-là dans lequel on est en ce moment. Oubliez le scénario le plus minimaliste, oubliez-le, là, c'est fini. Le virus s'est répandu très nettement en dehors de la Chine dans au moins une trentaine de pays, si c'est pas plus. Mm-hmm. On s'en va vers une pandémie. Une pandémie, c'est clair. Donc, oui, mais non, là. Je veux dire, on n'entrera pas dans comment fonctionne le virus et comment ça se transmet et où est-ce qu'on est rendu, etc., etc. Vous pouvez aller voir ça sur d'autres sources fiables, s'il vous plaît. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'on est en train de penser, il y a des gros foyers qui sont sortis en Occident, y compris en Italie et dans l'État de Washington. Oui. Donc, on s'attend à ce que ça vire mal d'une manière ou d'une autre, sans compter le fait que, bien sûr, comme on le disait depuis le début, une grosse partie de la chaîne de production est installée en Chine, dans toutes sortes de domaines. Donc, ça va finir par coincer, là. Oui, exact. Dans le fond, ce qu'on regarde, c'est les effets d'une récession majeure sur le système, pas les effets d'une pandémie, là. Ouais, ça va finir par déclencher. Majeure. Mm-hmm. Là, on s'attend les prévisions de l'IATA pour le nombre de passagers en Amérique du Nord, Canada et États-Unis. Mm-hmm. En fait, même pas en Amérique du Nord, Canada et États-Unis. La prédiction en ce moment, c'est 10% de recul pour 2020.
Fait que donc, ça donne un delta autour de 15% parce qu'au départ, on s'attendait à une crue au 5 et quelques, là. Bref, c'est très, très loin de ce qu'on avait prévu. Oui, donc, et tout le monde avait un peu installé ses actions stratégiques dans le sens d'une continuité de l'augmentation des passagers. On en parlait la semaine dernière avec les passagers, les transporteurs arabais. Ouais. D'ailleurs, parlant de ça, on a déjà 2 entreprises qui sont en difficulté actuellement, Flybe et Norwegian. Ben, le Flybe, c'est officiel, c'est mort. Ils sont morts. Là. Ouais, Sont morts. Norwegian, ce qui est particulier dans le cas de Norwegian en Europe, c'est que la compagnie avait eu recours à trois reprises à du financement, dans les 2 dernières années, parce qu'elle était en difficulté financière, mais elle avait réussi elle était en phase de réorganisation, c'est-à-dire qu'elle prévoyait redevenir rentable en 2020. Là, la compagnie vient d'envoyer une notice la semaine dernière pour dire, écoutez, oubliez tous les chiffres qu'on vous a donnés début d'année, là, c'est fini, on sera pas capable de revenir à la rentabilité. Elle va donc être obligée d'avoir recours une 4e fois à du financement. C'est installé dans un pays très, très riche, ça aide, mais quand même. Mais quand même, dans les circonstances actuelles, si elle obtient du financement, ça va être très dispendieux, on s'entend, parce que là, c'est une compagnie à risque. C'est la prochaine. Ouais. Et juste une petite parenthèse comme ça, il y a encore une centaine de Max à livrer à Norwegian dans la commande. Fait que ça doit pas les aider certainement. On parlait du cost of money des gens qui ont déjà été obligés de payer le 3/4 de la valeur des appareils qu'ils n'ont pas reçus ou qui sont cloués au sol et qu'on a été obligé de remplacer par des locations. Ouais. Dans certains cas. Ouais. Enfin bref, ce sera pas facile. Sais-tu si le financement était gouvernemental ou privé? Dans le cas de Norwegian, c'était privé. Ah oui? Il y a pas... Non, oublie ça. C'est Flybe qui avait demandé un prêt gouvernemental, il a été refusé. Ouais. Ah, mais oublie ça, en Europe, les transporteurs en rabais, obtenir du financement public, je ne pense pas, parce que ils ont tendance à vouloir contourner les règles du travail dans les différents États. Ouais. Alors, il y a une question là, d'éthique pour le gouvernement d'intervenir avec les transporteurs à rabais. Air France KLM, y a-tu quelqu'un qui... Ils vont avoir un bail-out. Ouais, moi, je vous mets 10$ sur la table que Air France ou KLM, cette année, là, c'est un recours à l'aide gouvernementale. Tu penses, toi? Ils étaient en perte de revenus l'an dernier. C'est-à-dire, ils ont fait sans... Ce qu'il faut en perte de bénéfices net. Ouais, mais attends. On est d'accord. Dans le cas de ces majors-là, moi, je m'excuse, là, puis on s'entend que Air France KLM, c'est Air France qui drague KLM vers le bas. Là. Ça, j'ai lu souvent des articles entièrement d'accord de frustration de la part des Hollandais. Oui, c'est... Mais pourquoi tu bailerais out une compagnie qui... je veux dire, Air France, c'est l'exemple parfait de la compagnie qui est pas capable de fonctionner comme il faut. Là. C'est du... Je cherche un autre mot parce que j'hésite à dire un mot qu'on peut pas dire. Ouais. Écoute, nos épisodes sont rendus explicites. Mais je vais te dire pourquoi j'en viens à cette conclusion-là. Une inefficacité légendaire. Là. Puis là, je parle du transporteur, OK? Parce que j'ai déjà croisé, je connais des gars qui travaillent dans les shops, donc Air France Industrie. Puis eux autres ont une superbe expertise et ils fonctionnent très bien. Les shops moteurs tournent à plein régime. Ça, c'est pas un problème. Moi, je parle vraiment du transporteur. Ouais. J'ai rarement vu un aussi gros transporteur. C'est énorme, Air France, quand même. Aussi inefficace. Ils sont tout le temps en problème. Ils sont tout le temps en grève. Ils sont tout le temps... Il y a toujours quelque chose. Puis ce qui est intéressant, c'est que t'as KLM qui regarde de l'autre côté. Puis j'ai un article qui traîne dans mes affaires où t'as des salariés de KLM qui disaient... Ouais, c'est ça. On fait partie du groupe Air France KLM, là, puis ils sont en grève. Là. Mais la raison pour laquelle je dis ça, moi, c'est quand je suis allé jeter un coup d'œil sur le bilan d'Air France KLM pour l'année 2019. Et là, quand tu arrives à la ligne flux de trésorerie, tu vois un moins en avant du chiffre. Ça veut dire que dans les coffres, en ce moment, ils ont... En liquidité, c'est zéro. C'est moins, en fait. Ils sont en financement. Là. Oui. Ils sont en négatif. Tu commences une récession, tu n'as pas d'argent de côté. En général, là, quand on commence une récession, c'est l'indicatif des compagnies qui vont survivre. Et les gilets jaunes vont être contents. Ouf. Ouais, il va falloir bailer out à Air France. Ouais. Alors, ça va être difficile de ce côté-là. Ça va être difficile pour eux autres. D'ailleurs, on va vous mettre le lien vers ça dans les notes de l'épisode, mais on a un analyste financier qui a fait des petits calculs sur la baisse de valeur des compagnies, la perte de valeur des compagnies aériennes depuis
l'an dernier. Oui. Donc, c'est épouvantable. Moi, j'étais sûr qu'il y avait un typo dans ces affaires. Sérieux, c'est une hécatombe. Il a rajouté un 0 à tout. Écoute, il y a... Il voulait dire moins 4%. Non, moins 4%. Je pense que dans le cas d'Air France KLM, la perte de valeur, attendez, on est en train de nous-mêmes... Oui, je vous ouvre ça. Tu nous ouvres ça Non, je l'ai pas, il l'a pas fait. Ouais. Ben, Air France KLM, au niveau du bénéfice net, on est à 31%. Ouais. Puis ça, c'était janvier à janvier, pas mars à mars. Donc, on n'a pas les effets du virus actuellement. Mais pour vous donner une petite idée, American, moins 44%, Spirit, moins 47%, United, moins 41%, Air Canada, tout de même, malgré qu'on parlait la semaine passée qu'il était en très bonne posture, moins 34%. Delta, notoirement bien géré, moins 23%. Aéromexico, moins 23 aussi. Aéromexico, je suis surpris. Ça, c'est celui qui m'a surpris le plus, Aéromexico. Parce que, puis ça n'a aucun rapport avec le fait qu'il soit mexicain ou quoi que ce soit. Là. En termes de compagnie, là, businessment parlant, la compagnie n'a pas toujours eu la réputation d'être bien gérée, d'avoir fait des bons moves. Ouais. Fait qu'Aéromexico, je suis surpris que ce soit pas plus pire que ça. Ben, parlant de ça, la compagnie qui surprend beaucoup, c'est Southwest, moins 16 seulement. C'est de ce palmarès-là, celle qui s'en sort le mieux. Ben, parce qu'elle n'a pas de vols internationaux. Alors, forcément... Mais elle est quand même beaucoup affectée par le MAX. Oui, ben c'est de la croissance. Mais, regarde... C'est une entreprise qui est encore performante techniquement, qui va encore être rentable. Est-ce qu'elle va perdre la rentabilité? Est-ce qu'elle va passer sous le seuil de la rentabilité en 2020? Oubliez pas que depuis sa fondation, elle a connu une année... Elle a fait... Une seule fois qu'elle a fait un déficit. Donc, ça explique pourquoi, là, bon... Puis Southwest a toujours eu géré ces choses de manière à avoir... Ils ont beaucoup de 737-700. Donc, de plus petits appareils, moins difficiles à remplir. Ils vont pouvoir avoir l'occasion de jouer avec la flotte, de peut-être sortir un certain nombre de Il y a quelque chose aussi qui joue en faveur de Southwest qui peut sembler un petit peu ridicule et contre-intuitif. Et niaiseux, non? Ah non? C'est que Southwest joue beaucoup sur l'effet de gang. Les gens qui volent sur Southwest, c'est des tripeux de Southwest. Sont loyaux. Ouais. Oui. Le côté, l'aspect loyauté. Tu sais, des fois, tu te demandes, là, hey, les gens là, volent-tu Air Canada parce qu'il y a Aéroplan? Probablement. Les gens volent Southwest parce que c'est Southwest. À cette heure, ils ont un programme de fidélisation, tout ça, là. Ouais, OK. Mais les gens volaient Southwest parce qu'ils adhéraient à... Ouais. Tu sais, c'est attendre dans le bridge, là, puis faire ton propre ménage, puis des choses comme ça, là. T'adhères à ça, tu sais. Fait c'est la culture qui était... Ils ont créé une communauté des gens. Southwest aux États-Unis, là, pour en avoir jasé plusieurs fois avec des gens là-bas, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Ouais. Il y a pas de milieu, il y a pas de j'ai volé une fois. Ouais, tu tripes Southwest ou tu voles avec quelqu'un d'autre. Puis c'est ça, entre autres. Puis c'est ça, je vous dis, ça sonne un peu niaiseux. Puis peut-être que les gens qui vont nous écouter vont dire, ben là, c'est pas scientifique pantoute ton affaire, là. Effectivement, je vais te donner quelque chose de scientifique, mais dans les sondages de satisfaction aux États-Unis sur les compagnies aériennes, année après année, Southwest arrive première de la part de la clientèle. Quand même. Ils sont les plus appréciés de leur clientèle. Alors, mais c'est un transporteur aérien, c'est le plus gros transporteur sur le marché intérieur aux États-Unis. Ouais. Donc, effectivement, ils vont être moins affectés que les autres. Ils n'ont pas de vol vers la Chine, ils n'ont pas de vol vers l'Europe. Donc, ça n'affecte pas, là. Mais il va y avoir un ralentissement, c'est certain. Moi, j'ai hâte de voir en Europe, juste pour finir là-dessus, ça me fait juste penser à... j'ai hâte de voir comment EasyJet puis Ryanair va s'en sortir. Je lui souhaite bonne chance. Parce qu'avec leur vol à 49 € pour Milan puis compagnie, je regardais les prix. Là, absolument ridicule. Et pour l'instant, les prix ont commencé à fléchir un petit peu, mais ce qu'on sait, c'est que les gens, par exemple, pour aller en Italie, pour rentrer en Italie, pour continuer à se promener malgré les restrictions actuelles, ils font le tour par d'autres pays. Donc, à la limite, ça multiplie les vols actuellement. Ouais. Fait qu'on va voir ce que ça va donner éventuellement. Ben, ça multiplie. Il y a moins de gens qui volent, par exemple. Il y a carrément moins de gens qui volent. Fait que ça multiplie. Ouais. Une fois que t'es forcé, il y a d'autres solutions. En tout cas. Ouais, c'est ça. Le prix des billets, oui, ça a un effet sur le prix des billets parce qu'on a vérifié ça ce matin encore, avant d'enregistrer. Et on était, donc, pour les gens qui nous écoutent, vendredi dernier, on était Montréal-Paris.
OK? Départ de Montréal le 18 mai, retour le 29. Mhm. On était Level, qui est la filiale à bas prix du groupe IAG et d'Iberia, était à 530 $. Okay? Pour le mois de mai. Pour le mois de mai. Ouch. C'est évidemment, il faut voyager à la méthode de Dominique Michel quand on prend ces billets-là. Oui, mais c'est juste pour avoir une base de comparaison. C'est une base de comparaison, c'est le prix de base, c'est le prix 530 $, c'est le prix fun de Expedia. comparer, par exemple, parce que IAG, c'est la maison mère de British Airways et de Iberia. Mais ce qui me fait dire que ça aurait été intéressant de comparer, voir Level, qui est le low cost des deux majors, Iberia et British, de voir comment eux se sont adaptés ou est-ce qu'ils se sont déjà adaptés? Présentement, la première adaptation très, très, très publique, tu sais, qu'on a mis de l'avant, c'est une promotion où on annule les frais de modification des vols. Ouais. Donc, normalement, sur des billets à bas prix, il y a toujours des frais de modification des vols. Ça change pas grand-chose pour les gens parce que dans le fond, si tu le modifies, il va falloir que tu payes la différence si ton billet augmente. Donc, ben, tu sauves, je sais pas, c'est 25, 50, 100 $. C'est pas si significatif que ça. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a vraiment une vague de ce côté-là. Si vous achetez des billets au mois de mars, bien sûr avec plusieurs restrictions et tout, mais quand même sur plusieurs compagnies maintenant, incluant Transat et Air Canada, on annule les frais de modification. Et même pour les forfaits dans le sud. Là. Ouais. Et en fait, pour avancer un petit peu dans le prix des billets, si vous allez Google Flight, quand vous tapez le prix des billets, vous avez aussi un petit comparateur qui analyse le prix des billets, à savoir est-ce que c'est comparé au prix habituel à cette temps-ci de l'année, est-ce que c'est un bon prix? Ouais. Et dans le cas de Level Flight, il disait que c'est 130 $ en bas du prix de la fourchette de prix habituel. Beaucoup en bas du prix habituel. Moi, si je regarde, même Transat en ce moment, sur son tarif de base aussi, on était à 680 $ pour le départ au mois de mai maintenant, alors que normalement, on approche les 800 $ à ce temps-ci de l'année là, pour les départs au mois de mai, parce que là, plus tu approches la date du départ, plus les prix montent habituellement. Oui, hop, tout d'un coup, là, ça a recommencé à baisser. On voit que ça s'ajuste. Ça a probablement... La baisse d'achalandage ou de réservation a probablement incité les compagnies aériennes à lancer cette promotion-là. Là. Tout le monde le fait au Canada. Air Canada, WestJet et Transat le font. Oui. Et là, on commence à avoir des effets très, très tangibles chez les producteurs. Airbus a officiellement mis la pédale sur le frein pour la production du 330. C'est-à-dire, pas annoncé de réduction encore, mais ils ont avisé qu'ils étaient en réflexion là-dessus, c'est-à-dire qu'ils vont réduire la production du 330 éventuellement. Oui, c'est ça. C'est un peu une notice avancée pour les investisseurs. Officiellement non, parce qu'à cause des ententes qui sont avec les syndicats en France, ils peuvent pas prendre la décision en France et en Europe, en fait. C'est pas unilatéral. C'est pas unilatéral, ils peuvent pas annoncer ça. Il faut d'abord que ce soit avec le partenaire, mais l'idée est lancée, ça va prendre quelques semaines avant de se faire, mais... Entre autres parce que, ce qu'on entend, c'est qu'il y a un gros client qui a différé ses livraisons. Oui. C'est ça le déclencheur de la situation, là. Oui. Et bien sûr, on a parlé d'Airbus, il y en a d'autres que ça affecte et on va y revenir dans Renton. Ouais, mais au Canada aussi, The Avalon est affecté par c'est dans ce cas-ci, les Dash 8. Les Dash 8 de SpiceJet. Il y en avait 3 de parqués à Toronto, à Dundee cette semaine, pas livrés à SpiceJet. Et questionné ce sujet-là, The Avalon a mentionné qu'elle travaillait avec son partenaire pour recéduler les livraisons plus tard cette année. Quand les avions sont déjà produits, ça fait mal. Oui, ça fait mal parce que là, toi, t'as déboursé. Absolument. The Avalon, en ce moment, est correct au niveau production jusqu'au mois de novembre 2020. Et là, il faut qu'elle travaille à remplir ses slots de livraison pour plus tard. Les fuselages viennent de Chine. Et ils étaient corrects au niveau fuselage là pour les quelques semaines à venir. On avait de l'avance, là, ouais. Ouais, mais il faudrait pas que ça s'étire encore plusieurs semaines parce que les autres, ils vont manquer de fuselage aussi. Je dirais que c'est mal parti pour pas s'étirer, là. Ouais, ben c'est ça. Fait que il faut s'attendre. Et là, The Avalon doit vendre plus d'avions cette année. C'est une mauvaise année pour avoir un carnet de commandes mal rempli. Alors, nos auditeurs, si vous voulez savoir quel effet ça va avoir sur Boeing et sur Airbus, vous prenez le carnet de commandes des deux, puis vous multipliez par 0.2. Ou en fait, c'est par 0.8. 0.8, ouais, 0.8, merci. Pour éliminer 20% de production. Trop fort, hein? La balle dans les maths, c'est elle. Hein? C'est pas toi puis moi, Greg, les maths, c'est elle. Alors, multiplié par 0.8. Donc, 20% du carnet de commande, là, vous pouvez pratiquement le mettre à la poubelle. Et ça, on en avait déjà parlé, mais c'est 20% des commandes sur les 3 prochaines années, pas 20% tout court, là.
Ah, ben oui, ben non, moi, je te dis... Tout court. OK. 20% tout court de tout ce qui a été annoncé, parce que Mm-hmm. les compagnies qui vont fermer ou qui vont faire faillite, il va y en avoir d'autres, là. Ouais. Ben, les commandes, même si c'était cédulé dans 5 ans, là, regarde ça, c'est les livraisons. On se comprend. Fait que vous prenez 20% du carnet de commande, vous le mettez dans la poubelle, alors sur les 4400... De toute façon, à ce moment-ci de la crise, dans 5 ans, c'est beaucoup trop loin. Là. C'est énormément loin. Alors, toute cédule de livraison passé 5 ans, c'est un gros point d'interrogation, parce que regarde, c'est tellement loin dans 5 ans. OK. En gros, pas de très, très bonnes nouvelles. On va continuer de vous tenir au courant des développements, mais passons à d'autres choses pour se requinquer un peu. Puis en fait, je regarde ça, puis le prochain sujet, bon, c'est pas si joyeux que ça. Le Canada est en train de faire beaucoup de lobbying international pour tenter de protéger les avions de ligne dans les zones de conflit. Ouais, c'est le ministre Garneau qui a fait un discours à Washington la semaine passée. J'entends ton ton, André, là. Et j'ai l'impression que tu penses que c'est du fluff. Ben, écoute, c'est proposer de la tarte aux pommes à tout le monde. Tout le monde est d'accord avec ça. J'y souhaite bonne chance quand ça va être le temps de mettre ça en application. Ça laisse supposer que tout le monde aime la tarte aux pommes. Ben, c'est dans ce cas-là, un des desserts les plus larges sur la planète. Hein? Parce que dans le fond, leur point, c'est de dire « Hey, on va informer tout le monde. » Ben, on va informer tout le monde. C'est pas parce qu'une compagnie aérienne est informée que c'est dangereux qu'on est capable de la forcer à rester au sol. Ce qui est la seule chose qui aurait pu sauver le vol qui est parti de tes rangs. Ouais, exactement. Donc, c'est un dossier complexe. Mm-hmm. C'est une bonne initiative, mais... en même temps, c'est une première étape qui doit se produire. Il n'y a rien d'autre comme coordination internationale qui va se produire sans ça. Donc, et il paraît, étrangement, que les États-Unis sont d'accord. Ah, attends. Ben oui, hein? Personne ne peut être contre la vertu. Et voilà. Cette fois-ci, une vraie bonne nouvelle. Ericsson lance des pales de rotor en composite pour le S64E. Ouais. Alors, pour ceux qui savent pas ce qu'est le Ericsson Skycrane, vous tapez ce nom-là sur Internet et vous allez avoir apparaître une espèce de grosse bébite orange qui est plus proche d'un gros insecte parce que dans le fond, t'as un mât principal. C'est une poutre avec des ailes. Ah, absolument. Ceux qui ont jamais vu avec ça. Avec un rotor. Pardon, oui, c'est vrai. Qui est une aile tournante. Oui, c'est... Non, mais pardon. Là, oui, et c'est énorme comme machine. La fabrication, ça date des années 60, les Skycrane. Je suis pas un expert en hélico, mais ça fait le design comme tel, oui, est assez... ça fait longtemps. Utilisé pour de la construction, pour un paquet de choses, tout ce qui demande beaucoup de... Donc, une crane. Ouais. Une grue volante. Moi, je l'avais vu il y a quelques... Moi, 2002, j'en avais vu un. Il était venu à Montréal parce que l'usine de Kraft près de Westmount et de Ville-Royale, il agrandissait, il mettait un nouveau refroidisseur sur le toit. OK? Le refroidisseur était pas tellement gros. On parlait d'une dizaine de tonnes. OK? Mais le problème qu'il y avait, c'est que comme tu allais porter ça dans le milieu d'un toit d'un grand édifice, le faire avec des grues, ça aurait été très dispendieux parce que aller porter 10 tonnes, mais à une distance de 200 pieds de la grue, l'effet de levier fait que tu n'as à peu près pas de grue capable de faire ça. Ça prenait une grue gigantesque. Ils sont partis des États-Unis, ils sont venus à Montréal, ils ont travaillé 1h30 de temps. Mais ça valait la peine pour Kraft de faire venir cette machine-là, juste pour ça, parce qu'elle fait des choses qu'aucun autre hélicoptère n'est capable de faire. Et quand on parle d'un bon design bien adapté, le Skycrane en est un. Et donc, on a décidé de l'améliorer avec des pales en composite. Donc, on va augmenter sa charge utile. Ben, c'est sûr, tu coupes du poids. Fait qu'en coupant du poids, c'est que tu peux récupérer ça pour faire du... Parce que dans le Sky, pour le cas du Skycrane, on peut pratiquement parler d'ailes. On parle de pales de rotor, mais les pales de rotor sont ça de large. Pour tout le monde qui nous écoute, c'est à peu près... as-tu déjà vu celle du Cormoran? Oui, j'ai vu celle du Cormoran. Ouais, c'est à peu près dans cette dimension. C'est la pale, elle fait 1,5 pied, presque 2. C'est quasiment une aile de planeur. C'est incroyable comment c'est gros mais large, en composite encore une fois. Là. Ça pèse pas rien, mais beaucoup plus léger que le traditionnel aluminium. Là. Donc, ces nouvelles pales-là viennent d'être certifiées FAA. C'est parti. Et yes. Voilà. Et on a hâte de voir ce que ça va donner. Ça va. Donc, on va voir des Skycrane encore longtemps. C'est une petite nouvelle, là. C'était pour le fun. Ouais, pour le fun. Pour nos amis hélicos. Une un peu plus grosse nouvelle. Quoi? Dassault
Les premiers C6 sont en assemblage. Oui. Oh yes. Alors, oui, je vais commencer avec ça, puis je vais enchaîner avec le sujet, avec le GIFAS, ou ben tu veux... Si tu veux, oui. Absolument. Voilà. Alors, le président de Dassault Aviation était à Montréal la semaine passée, pardon. Et entre autres choses, on a parlé un petit peu là, du C6 qui est en assemblage. Il avait confirmé la semaine d'avant que les essais en vol du PW812 étaient terminés. Mm-hmm. Donc, la prochaine étape, c'était les essais sur l'avion. Ouais. Qu'on espère toujours pour début 2021. Donc, attends, il faut spécifier que les essais chez Pratt sont terminés. Exact. Voilà. Donc, c'est ça. Donc là, le moteur éventuellement va être installé sur. Il va être certifié C6. d'ici la fin de l'année. Oui. Théoriquement, par Transport Canada pour pouvoir après ça voler sur le C6, sur la plateforme. Sur la plateforme C6. Et c'est intéressant. Maintenant, Dassault a un autre projet de Falcon Jet dans ses cartons. C'est pas nouveau, ça aussi, mais j'ai réussi à avoir quelques minutes en tête à tête avec Monsieur Trappier. Monsieur Trappier, qui est le président de Marcel Dassault, des industries Marcel Dassault. Pardon, Marcel Dassault Aviation, pardon. Là, je suis en train de me perdre, de me mélanger. C'est bien. Tu remontais au nom des années 60. Dassault Aviation. C'est bien Dassault Aviation. Ouais. Avion Marcel Dassault, man, ça fait longtemps. Ouais. Mais ça, c'est une affaire de geek, ça. Oui, effectivement. Bon, alors, il y a un nouveau Falcon qui s'en vient. Mm-hmm. Il veut pas l'identifier parce qu'il dit, si je vous donne la désignation, si c'est un 4X ou un 9X, vous allez savoir quelle taille va avoir l'appareil. Et moi, je lui ai demandé si le Silvercrest faisait encore partie des plans de Dassault pour les Falcons. Il dit non. Il dit, Safran peut faire ce qu'il veut avec, mais nous, c'est clair, on n'en veut pas. De toute manière, et là, il a dit, de toute manière, il dit, je ne pense pas que ce moteur-là va être un jour assez puissant pour voler sur un de nos avions. Tel qu'il est dessiné maintenant, selon M. Dassault, M. Trappier, ouais. Il n'est pas assez puissant pour aller sur aucun des modèles fabriqués par Dassault. Okay. Donc, grosse déception. Là, ça vient grosse déception. Ça vient dire un paquet de choses parce que, tu vois, il n'est pas assez gros pour fitter sur aucun modèle de Dassault actuel. Donc, ça veut dire que... Ce sera pas plus petit. Hein. Ça veut dire que ce sera pas un tri-jet. Ouais. Parce qu'il est plus gros que le 307. Déjà là. Donc, ça peut pas être un tri-jet. Bien sûr. Mm-hmm. Ça veut dire aussi que il pourrait pas être utilisé, ce sera pas un petit modèle, ce avec quoi ils s'en viennent, parce que si c'était, admettons, un 4X, il serait amplement suffisant. Toi, t'as compris l'affaire. Alors, moi, ça, tu sais, de façon indirecte, là, j'ai fait, en questionnant. Moi, j'ai fait 1 plus 1, ça fait 3. Mais de toute façon, regarde, je vais te donner, mais là, je vais t'orienter, ça sera pas un 4X, puis je vais te dire pourquoi. Parce que quand je lui ai parlé du PW, j'ai des rumeurs, moi, concernant le développement d'un PW814D. Et là, il me l'a simplement répondu. Il s'est mis à pleurer. Il a simplement répondu, c'est sûr qu'avec un moteur comme ça, on n'aurait pas beaucoup de risques au niveau du développement. Point la ligne. Ce qui est toujours très apprécié chez un producteur. Et voilà. Donc, c'est ça. Mais pour le Silvercrest, finalement, parce que je vais allonger un petit peu du côté du Silvercrest. Si le moteur est pas capable de donner plus que 10 000 livres de poussée, c'est un moteur avec une architecture simplifiée, donc plus léger que les autres. Ben là, si tu es en bas de 10 000 livres, le gain de, tu sais, le rapport poids du moteur poussé est plus aussi bon, là. Tu sais, donc, le moteur est plus aussi promoteur. Il promet pas autant de gains qu'avant. Donc, regarde, on sait pas ce que Safran va faire avec ça, mais c'est définitivement que c'est une grosse coche. Moi, je pense qu'ils vont tout simplement le transformer en démonstrateur. Donc, ils travaillent encore là-dessus. On le sait qu'ils sont encore en train de développer le moteur. Ils n'ont pas mis la hache là-dedans. Fait que s'ils n'ont pas mis la hache dans le moteur, bien qu'il n'y a plus aucune plateforme qui en veut, ils vont transformer ça c'est déjà de la recherche et développement, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on peut arrêter la recherche, c'est que ça va juste être un démonstrateur de technologie. Fait que vu que personne attend après, ben ça va leur donner du temps pour tester d'autres choses. Ouais. Peut-être commencer à rentrer du CMC, des céramiques, des matrices de céramique. Un paquet de choses comme ça que peut-être il y aurait pas eu le temps de faire là si on attendait après. Donc, fait que mourir de sa belle mort, je ne crois pas, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui a été mis là-dedans.
Mais servir de démonstrateur pour de futures utilisations et ou pour tester, démontrer de la technologie, parce que là, on a amplement le temps. Ben oui. OK. Absolument. Alors, c'est ça. L'autre chose aussi, dans la discussion avec les journalistes qu'avait eu M. Trappier, ça a duré à peu près une trentaine de minutes dans les échanges qu'on avait eu avec lui. La question de l'hydrogène comme mode de propulsion est revenue souvent dans le discours de M. Trappier. Ça veut dire, pour moi, il en a parlé à au moins 3 reprises en 30 minutes. Tu me parles d'hydrogène 3 fois dans ta... spontanément comme ça, c'est à quelque part en arrière, c'est un sujet important pour c'est toi. soit ça ou tu vas orienter la concurrence sur quelque chose qui n'a aucun avenir. Ce qu'il mentionne, lui, là-dessus, écoute, les carburants, l'aviation durable ou il faut que l'hydrogène, on puisse produire de l'hydrogène du point de vue écologique à meilleur coût que ce qu'on fait maintenant avec les combustibles fossiles. Et pour lui, c'est ça la question, que ce soit pour les biocarburants qu'on développe en ce moment, comme pour l'hydrogène, quel est le gain réel de ça? Ce qui me fascine là-dedans, là, c'est, je dis pas qu'il faut pas le faire, OK? Mais ce qui me fascine là-dedans, c'est le temps et l'énergie qu'on prend pour dénoncer la pollution faite par l'aviation at large. Mm-hmm. C'est dégueulasse, faut qu'on fasse notre part, puis vous pouvez pas continuer de même, tout ça. Non, effectivement, il y a pas de problème. Moi, j'ai un voisin là qui habite dans mon section de tour à condo, machin. Ouais, il habite dans le même coin que toi, si c'est ton voisin. Si ouais, c'est ton voisin. Non, mais pas direct. Il est dans les tours, machin. Puis lui, il change de char à peu près toutes les 2-3 semaines. Puis c'est que des barouettes, là. Tu sais, c'est que des... Alors, pour nos amis européens, des barouettes, là, c'est des... ça vaut pas cher. Ouais, c'est de vieux véhicules... Exactement. Polluants, rafistolés. Puis ça roule. Il y a pas... Il n'y a pas d'interdiction. Exactement. Pas d'obligation. C'est tout ça, là. Tout ça. All of the above, OK? Ouais. Mais la planète ne va pas bien à cause des avions. Fait c'est ce petit bout-là que parce que tu regardes dans tous les exemples. J'ai encore lu quelque chose cette semaine là-dessus dans les journaux traditionnels, OK? Puis j'adorais ça parce que l'article finissait en disant « L'aviation va devoir faire sa part ». Ben ouais, oui, OK. Là. Tout le monde est d'accord avec ça, mais dans le fond, là, ce que M. Trappier a rappelé à plusieurs reprises, il en a parlé de ça, il dit, oui, il faut faire notre part. Mais c'est pas vrai qu'on n'a rien fait. On a été très actifs. Ouais. L'aviation a été très active. Elle a réduit sa consommation de carburant par passager par mille parcouru, tu sais. Ouais. Et de façon considérable. C'est ce qui fait que maintenant, l'aviation, selon les chiffres qu'on prend, c'est de 2 à 5% des gaz à effet de serre au niveau mondial. Ouais. Okay? C'est loin derrière le transport routier. OK? Donc, l'aviation va faire sa part. Il dit tout le monde, on est tous prêts à faire notre part, mais à une condition, c'est que tout le monde la fasse. Ouais. D'ici, il y a des pays importants, il n'y a pas de nommé de nom, moi, je vais le faire. Moi, si les États-Unis et la Chine décident qu'ils n'embarquent pas là-dedans, les industries, les entreprises ailleurs dans le monde sont désavantagées. Tu sais, recommencer à produire de l'énergie avec du charbon, c'est pas une bonne idée, d'après moi. Ouais, c'est ça. Mais il faut que les moteurs consomment moins, puis il faut que les moteurs produisent moins de... ouais, c'est ça. Alors, c'est sûr qu'en même temps, un des enjeux en aviation en général, c'est qu'on planifie pour les 15-20 prochaines années. Fait que c'est sûr que si on fait pas d'efforts aujourd'hui, dans 15-20 ans, ça va donner des mauvais résultats. Tout le monde est d'accord. Fait que dans le fond, si ton point, c'est on n'est pas les seuls responsables. D'accord. Non, c'est pas une question de dire qu'on n'est pas les seuls responsables, c'est que ça devrait pas être tout temps on doit le faire, OK, parce que ça fait partie normale de l'évolution des choses, qu'on est rendu là, on a la technologie, on se doit de le faire. C'est la place, ça me fait sourire, c'est pas je suis pas contre ou quoi que ce soit, ça me fait juste sourire que à chaque fois qu'on parle de réduire les gaz à effet de serre, il y a toujours, sérieusement, là, OK, il y a toujours un petit encart, une petite phrase pour dire c'est sûr que avec la quantité de rejet de l'aviation, tu regardes oui, OK, mais je veux dire, je pense pas que dans ce moment-là,
pourquoi on ferait pas une loi qui dit, ben, si tu n'as pas une compagnie de construction ou quelque chose qui le justifie, t'as pas le droit d'acheter un pick-up. Ouais, tu sais. Tant qu'à faire. Parce que en Amérique du Nord, puis même en Europe, la tendance des véhicules, tout le monde s'en va vers les véhicules utilitaires et non pas vers les voitures. Exactement. Ben, un des enjeux par rapport à ça, et ça a été démontré scientifiquement, c'est que c'est vraiment difficile de faire des mouvements collectifs individuellement. Et c'est ça la différence. Ouais. C'est pour ça qu'on vise particulièrement les compagnies d'aviation. C'est qu'elles ont un pouvoir de transformer ce que beaucoup de gens individuellement font. S'il n'y a plus d'avions qui consomment mal des carburants fossiles, ben, t'as pas le choix d'acheter un billet sur un avion qui consomme bien. Fait que c'est un peu ça l'utilité. C'est comme si c'est comme s'il y avait des flottes de véhicules personnels gérés par des compagnies privées. On serait capable de forcer la compagnie à acheter une sorte de véhicule X. C'est ça la facilité. C'est pour ça qu'on vise le transport aérien. Donc, et je dis pas ils ont raison. Je dis que il y a une possibilité d'avoir un impact systémique beaucoup plus facilement qu'en visant les conducteurs individuels. ouais, mais on pourrait viser les fabricants d'automobiles. Absolument. OK. Et pourquoi on décide de pas le faire? Entre autres, je pense, parce que la construction des automobiles est distribuée géographiquement. Ah, ouais, OK. C'est plus difficile. C'est beaucoup plus difficile de dire à tout le Canada, vous allez... Je sais pas, pour de vrai, c'est quoi l'affaire? Puis aussi, ben, on choisit de ne pas viser le consommateur très moyen. Ouais. Celui qui a les moyens de voyager en avion est différent du point de vue politique. Ouais, je sais pas. Plus maintenant. Ben, c'est vrai que c'est démocratique, là, mais tu sais, il reste que ça c'est démocratisé, je veux dire. Mais le fait mais j'aime bien l'approche. Le fait que géographiquement, la production automobile mondiale soit bien distribuée, ça crée des... ça crée des difficultés particulières quand on essaie d'intervenir dans ces milieux. Mais en même temps, on a été capable de les sortir du trouble lors de la dernière... On ne partira pas là-dessus. Hein, André? Okay. Non. OK. André. Non, on part pas là-dessus. Donc ça fait le tour. Bonne nouvelle. Centre de formation de Nolinor à Mirabel. Oui. Ouais. Alors, la semaine passée, Nolinor a confirmé qu'elle avait acheté les 2 derniers simulateurs de 737. En Amérique du Nord. En Amérique du Nord. Mm-hmm. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, il y en a un des 2 qui avait été vendu par CAE à Eastern Provincial Airways. Alors là, tu m'en poses une bonne, parce qu'en termes de simulateur, je ne suis pas un expert, mais il me semble que l'autre avait été vendu à Air Canada. Ça se peut-tu? Air Canada, c'est un simulateur de 737? Non, Canadian Airlines. Ah, ça se peut. Oui, ben oui, c'est vrai. Ouais. Canadian Airlines. Enfin, toujours est-il que en ce moment, dans le monde, il reste à peine une centaine de 737-200 encore en utilisation. Ouais. Et donc, de mettre la main sur les 2 derniers en Amérique du Nord, ça veut dire que Nolinor va opérer le seul centre de formation de simulateurs. En tout cas, en Amérique, là, de haut en bas. Là. Ouais. Donc, c'est un bon move. C'est très niche. C'est très niche. Là. Ouais, mais quand t'es le seul sur n'importe quoi. Mais quand t'es le seul, exactement. Fait que, intéressant. Parce que moi, je regarde ça, parce que le coût de formation, tu sais, si tu magasines un peu comme individu, tu peux toujours magasiner le coût d'une formation sur un 737-200, un 500, un 700, un 320. Il y a des compagnies qui l'offrent. Un particulier peut se payer ça. Et le 737-200, c'était comme pas mal le bas de gamme. Tu étais à 5-6 000 US pour un type rating, OK? Ouais. Parce que une formation sur type, pardon. Mm-hmm. Parce qu'évidemment, il n'y a plus beaucoup de demandes. Les simulateurs sont pas utilisés à pleine capacité. T'as-tu vu la photo? Oui, j'ai vu la photo. Tu vois la grosseur du simulateur? Ouais, c'est énorme. C'est des vieux, puis l'écran, les images, là, c'est pratiquement des écrans de télévision à l'ancienne, là. Tu sais, c'est comme... Ouais. C'est ça. Alors, ils mettent la main là-dessus. Probablement que les simulateurs n'ont pas coûté trop cher. Mm-hmm. OK? Et il faut qu'ils les amènent à Montréal, qu'ils les recertifient, mais c'est pas, s'ils étaient certifiés, ça serait certifié. D'après moi, ils en ont acheté 2, ils vont en opérer seulement un seul. Et le deuxième va servir de pièce de rechange. Ça, je sais pas. Ça serait une bonne idée, effectivement. Ça serait la technique, chez Nolinor, on a toujours un backup, tu sais. Ouais. Fait que, il y a ça. Et là, au niveau stratégique, évidemment, Nolinor au Québec a un compétiteur qui est Chrono Aviation dans le 737-200. C'est vrai, effectivement. Bon point. Et là, Chrono Aviation va avoir 2 choix. Ou elle fait sa formation chez Nolinor, au prix que Nolinor va lui charger. Ouais. Ou elle s'en va en Europe. Ou s'en va en Europe. Mais moi, j'ai entendu dire que l'autre simulateur, là, qui, donc pas
pas de Nolinor, là. L'autre, le plus proche, il est en Australie. J'ai reçu un texte, il y a quelqu'un, un de mes contacts qui m'a dit « Hey, savais-tu que le plus proche, l'autre plus proche, il est en Australie? » Fait que c'est à vérifier, OK? Donc, les gens qui nous écoutent peuvent peut-être nous le confirmer. Là, envoyez-nous un petit message. On s'est laissé dire que il y en avait plus beaucoup, bien évidemment, sur la planète, là. Puis que le plus proche, autre que les deux que M. Prudhomme a réussi à trouver, il est en Australie. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous confirmer ça? Ça serait logique, parce qu'en Europe, OK, avec les normes environnementales beaucoup plus sévères, ça serait surprenant qu'il y ait encore des 737-200 en opération. Les 737-200 peuvent plus voler aux États-Unis non plus. Et les derniers endroits où ils ont été utilisés ailleurs que dans le Nord canadien, beaucoup, c'est en Afrique. Oui, effectivement. Donc, de l'Afrique à l'Australie, c'est beaucoup moins loin, on s'entend, que du Canada à l'Australie, là, mais... Effectivement. On va voir ce que ça va donner, mais... Ça joue dur entre Nolinor puis Chrono, hein? Ouais, puis, effectivement, puis moi, je vais me lancer. S'il y a des gens qui nous écoutent, là, puis on va essayer d'entrer en contact avec, là, mais ça serait intéressant d'avoir Marco Prudhomme avec nous. Ah! Je pense que ça serait vraiment cool, ça serait vraiment le fun. Mm-hmm. L'invitation est lancée. Peut-être d'aviation, de voir un petit peu vers où Nolinor s'en va, comment que le futur et tout ça. Ouais. Ça serait super intéressant d'avoir son point de vue live, comme ça, au micro. Okay. Donc, l'invitation est lancée. S'il nous écoute, probablement. Et ou si quelqu'un le connaît, faites passer le mot. D'ici à ce que nous autres, on le contacte. OK, c'est bon. Quelque chose de plus léger. La presse a fait une mission photographique à l'aéroport Trudeau. Ça donne quelques photos intéressantes. Okay. On va vous mettre le lien dans les notes de l'épisode si jamais ça vous intéresse d'aller voir ça. De voir un petit peu les rouages des aéroports. Je sais qu'on parle à des pros ici et que sans doute vous avez tous déjà vu ça et vous connaissez, etc. Mais au cas où ça pourrait vous intéresser, on va tout de même le mettre. OK. Oui, vas-y, continue. Parce qu'entre autres, il y a des photos dans la salle de bagages. Et dans un aéroport moderne, la salle de bagages, ça occupe autant de superficie en pieds carrés que le terminal en haut. C'est absolument débile, les salles de bagages. Je suis pas sûr que tu veux voir des photos de ça, mais en tout cas, c'est un autre... Sois geek. Ça va te faire mal au cœur. En tout cas, Mitsubishi. Oui. Une position particulière actuellement sur le marché des avions régionaux? Oui, en fait, là, pour ceux qui s'intéressent, au Québec, maintenant, on s'intéresse de plus en plus à Mitsubishi pour des raisons bien connues. Ils ont acheté le certificat de type du CRJ. En fait, la transaction n'est toujours pas officielle. Ils sont encore en attente des approbations réglementaires au Japon, des autorités réglementaires, loi antitrust et autres choses du genre. Quoique je comprends pas pourquoi l'antitrust se mêle de ça. Écoute, marché régionaux, il y a deux constructeurs, tu sais. Il y en a un en ce moment, ça va favoriser un deuxième. Mais on me dit que d'ici le 31 mars, ça devrait être réglé. Okay. Et là, quand tu me parles de Mitsubishi puis d'un marché, une situation particulière, entre autres choses, les gens de Mitsubishi seraient très enthousiastes à l'idée de s'en venir au Québec, mais très, très enthousiastes. D'autant plus que Mitsubishi a un gros problème sur les bras dans l'État de Washington, c'est que depuis... Ils sont dans l'État de Washington. Premier problème. Ce qui arrive, il y a un gros problème à être aux États-Unis. Ils sont aux États-Unis. Ouais, c'est que tant qu'il y a si longtemps qu'il y avait des ententes avec Boeing pour commercialiser puis qu'ils marchaient avec Boeing, c'était correct d'être à Washington, d'être proche de Boeing. Tu sais, les Américains, les Japonais sont restés très admiratifs des Américains après la Deuxième Guerre. Et quand tu te fais sacrer une volée comme ça, c'est sûr que... Ils sont encore aujourd'hui très dépendants, à tout le moins, des Américains. Évidemment, en 2017, quand Boeing a décidé de négocier avec Embraer, de dire, on va acheter les avions civils d'Embraer, là, Mitsubishi s'est retrouvé du jour au lendemain à être en concurrence avec Boeing. Okay? Ça a comme beaucoup changé la dynamique. Malheureusement, la décision de s'installer à Washington était déjà prise. Le centre nord-américain de Mitsubishi était déjà à Washington. Et là, le problème, c'est que Mitsubishi... Faut juste penser dans l'État de Washington, parce qu'on n'arrête pas de dire Washington. Nous autres, on se comprend. Là. Mais Seattle, on va dire Seattle. Parce que c'est dans l'État de Washington. À Seattle. Et une des choses qu'a fait Mitsubishi quand elle a amené en 2016, quand elle a déplacé son centre d'essai en vol tout près de Seattle, c'est que elle a engagé beaucoup de bombardiers, mais aussi de chez Boeing.
OK? Et là, tu te retrouves avec des gens qui ont travaillé 30 ans chez Boeing, puis 2 ans ou 3 ans chez Mitsubishi. Et là, je blâme pas les gens, je ferais la même chose si j'étais à leur place. On a encore des amis, on a des loyautés. La loyauté, c'est difficile à transférer et c'est pas spécifique aux gens de Boeing. Là, n'importe qui dans cette situation-là ferait pareil, nous aussi. Mm-hmm. Donc, t'as des gens qui ont encore une bonne loyauté envers Boeing. On dit toujours, il y a le vieux dicton qui dit les murs ont des oreilles, n'est-ce pas? Ouais. Et à Washington, et à Seattle, les oreilles, ils appartiennent à Boeing. Ben, c'est pas compliqué à Seattle. Ça va étoffer ton point, André. 1 personne sur 3 à Seattle travaille pour Boeing. De près ou de loin. Hein. Ouais. Oh, quand même. Est impliqué avec Boeing. Donc, Ouais. et Boeing tombe en mode, tu sais, ça va être difficile. C'est une année difficile 2020 pour Boeing. Alors, c'est sûr que les gens voudront pas, tout ce qui va pouvoir aider Boeing vont le faire. Donc, en ce moment, industriellement, là, comment Mitsubishi pourrait réussir à compétitionner Boeing puis le 175 ou le 275 Ouais. en étant à Washington. Quand tu parles, il y a un consensus général, là, ces journalistes en aérospatial, quand tu leur parles, faut qu'ils sortent de là. Ouais. OK? Puis, l'autre chose que je vous ai dit, ils aiment beaucoup ça, faire affaire avec le Québec. Ils sont très contents. Fait que, est-ce que le Québec, Mirabel pourrait devenir la deuxième maison de Mitsubishi Aviation? Hey, on pourrait devenir un hub aérospatial. Et voilà. Donc, ça bouge beaucoup. La situation a beaucoup changé chez Mitsubishi. Ce que je crois comprendre de ce qui se dit entre les lignes, il se prend des décisions en ce moment au Japon, OK, à Nagoya, chez Mitsubishi Heavy Industries. Mm-hmm. Puis les gens de Seattle ne sont pas nécessairement avisés de ces décisions-là. On les a comme... On est en train... On les a isolés de manière... isole de manière à ce que Boeing ne sache pas quels sont nos plans stratégiques dans l'avenir. Pourtant, MHI fait de la job pour le 787. Oui. C'est pas la même gang, oui, effectivement. Exactement. Là, mais tu viens de toucher un point important, là, la façon dont Mitsubishi a créé des entités là, dernièrement. Ouais. C'est vraiment toutes des Ils se sont donné le moyen de mettre des murs de Chine partout. Là. Ils ont mis des murs coupe-feu, des murs coupe-information. Si tu prends une bonne partie de l'ouvrage qui est fait sur le 787, maintenant, il est fait à Mississauga, en Ontario. Okay. T'as maintenant MHI CA, si tu veux, Mitsubishi Heavy Industries Canada. Ouais. Puis les gens de Mitsubishi Industries Canada ne parlent pas aux gens de Seattle. C'est 2 unités d'affaires complètement différentes. OK. Donc, les gens de Mitsubishi Commercial Aircraft qui sont à Seattle ne parlent, ils ont très peu d'échanges avec les gens de Mississauga. Et je comprends la volonté de venir à bout de ce problème stratégique-là. Là, c'est vraiment intense. Et là, vois-tu, est arrivé dans ça l'histoire que Mitsubishi a ajouté une nouvelle entité qui est Mitsubishi Regional Aviation. Ouais. Qui est basée... ils ont ouvert le compte à Vancouver, en Colombie-Britannique, mais qui a aussi un compte au Québec, qui est enregistré au Québec dans le registre des entreprises. OK. Cette compagnie-là c'est celle qui va prendre en main le CRJ à partir du, mettons, 31 mars, mettons, là, on va donner le 31 mars comme deadline. Ouais. Et cette entité-là est complètement différente des 2 autres que j'ai parlé. Ouais. Ils vont travailler en unité d'affaires. Ça, c'est typique, ça. Il y a pas de. Alors, moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est le côté secret, on parle pas. Parce que souvent, t'as bien beau être des business units bien distinctes, là. Il reste que t'as souvent quand même une certaine relation. Il y a. Mais d'habitude, en fait, t'essaies de faciliter les communications. Parce que c'est ça l'enjeu, pas de les arrêter. Même si c'est des business units, t'essaies quand même de créer une certaine synergie là, au niveau de tes unités d'affaires. Je trouve ça un petit peu... ça commence à être compliqué. C'est ce qu'on m'avait dit de façon... fait que ça se pourrait qu'on les rapatrie dans des lieux géographiques un peu moins hostiles. Regarde, je vais parler à Monsieur Mitsubishi, là. Monsieur Mitsubishi, viendez à Montréal. Ouais. Mais il y a... si c'est pas une invitation charmante, on va aller prendre une poutine. On va aller manger une poutine à la banquise. Bref, à suivre, mais on pense que ça s'en vient de manière positive. Ouais, je pense qu'il le marché du Québec va avoir l'air plus intéressant. Moi, je pense qu'on va parler beaucoup de Mitsubishi dans la prochaine année au Québec. Ben écoute, tant mieux. On forme de très bons techniciens, on a d'excellents ingénieurs.
Donc, moi, je serais... N'oublie jamais une chose, hein. Et puis, on adore le Japon, au Québec. Puis, si tu compares les coûts de production au Québec comparé aux coûts de production au Japon, on est un low cost comparé aux autres. Même juste comparé aux États-Unis, un petit 35% de rabais. Quelque chose? C'est un des endroits les plus dispendieux où faire de la fabrication dans le monde, c'était au Japon. OK. Intéressant. Eh bien, à suivre. Là-dessus, toute petite pause et on revient avec nos chroniques récurrentes. On va faire un tour à Renton et du côté de la défense. All right. Alors, du côté de Renton, La pause est déjà finie. Paf, paf. Ça va vite. Hein? Ouais, ça va Claudia, elle gère ça, une pause. Yeah. OK. Ouais, c'est ça. Du côté de Renton, les couteaux volent bas actuellement. Calhoun a goroché M. Muhlenberg devant l'autobus. Ouais, je sais pas s'il l'a appelé pour lui dire « Hey, Big, tu feras attention dans le journal, on parle de toi. » Pour 15 millions, tu peux dire si tu veux. Je sais pas s'ils sont encore chums, c'est comme une affaire à la lutte professionnelle là, où tu organises une chicane. Ouais, je sais pas, ils se parlent dans le vestiaire. En fait, ça ressemble beaucoup. Tu vas t'en sacrer une à droite, ça ressemble beaucoup. Oui, et ça, exactement. Et ça ressemble beaucoup au discours de « Ah, c'est pas ma faute, c'est le gouvernement d'avant. » Ouais, c'est clair. Ben, en fait, c'est clairement ça l'idée. Alors, on a planté la direction précédente ainsi que les pilotes. Et comment disait l'analyse déjà, là? C'était le Brown Pilot Strategy? Ouais, c'est ça. Comme c'est des pilotes étrangers, on dit qu'ils sont en partie responsables, là, tu sais. Ouais, ben, effectivement. On dirait pas ça si c'était des pilotes américains, par exemple. Oui, on en doute, effectivement. Mais on ne le saura jamais. Mais tout ça pour dire que... Juste ouvrir une parenthèse. Moi, je trouve ça étrange de blâmer l'expérience des pilotes, alors que dans toutes les compagnies aériennes, tous les pilotes commencent leur carrière sur le 737. Donc, les pilotes les moins expérimentés dans une compagnie aérienne sont où? Sur les 737. Merci. Mais aussi, on a vu des pilotes américains dire qu'ils avaient testé le MAX dans la configuration actuelle en simulateur et qu'ils avaient eu, ayant été au courant parfaitement du fonctionnement du MCAS, avaient eu une difficulté extrême à garder l'avion en contrôle. Et ça, c'était en sachant tout. Et voilà. Donc bon, en tout cas. Pas facile. Et aussi, tu parlais de ce qui est cocasse un peu dans la situation. Calhoun était membre du conseil d'administration depuis 2009 en charge de superviser Muhlenberg en question et sa stratégie. Ouais. Je suis flabbergasted. De comment ça se fait que... Parce que clairement, le message que tu envoies, là, c'est que tu dis, depuis le 2009, là, je siège au conseil et puis je cache mon chèque. Puis c'est ça. Pose pas trop de questions. Parce que là, c'est soit je suis incompétent, soit je suis. Parce que là, t'es en train de dire à tout le monde que t'es un méchant tata, là. Tu sais, qu'on me jetait là, je suis là depuis 2009, puis là, ben, oui, mais il aurait dit que il était là juste pour le surveiller, puis lui donner de l'aide s'il avait besoin, puis que c'est quoi là qui avait la réputation Muhlenberg? En fait, Muhlenberg avait une réputation d'être un preneur de risques extrêmes, mais ça en était bien sorti jusqu'à maintenant, et c'est là-dessus qu'on se fiait sur le fait qu'il était en train de prendre des gros risques, oui, mais il devrait bien s'en va vers le précipice, mais on va le laisser aller parce qu'on a confiance. J'ai des petites nouvelles pour lui. Il y a 346 personnes qui l'applaudissent en ce moment. Parlant de ces 346 personnes-là, on souligne l'anniversaire de la deuxième tragédie. d'Ethiopian Airlines qui est survenue le 10 mars. Faut en parler parce que c'est quand même à souligner 346 morts. Dans le cas d'Ethiopian Airlines, en plus, on sait que la tragédie était hautement évitable. J'essaie de me mettre dans la peau des proches des victimes. Tout ce qu'ils ont pu lire depuis un an, l'état de colère dans lequel ils doivent être, parce qu'ils se disent ça aurait pu être évité. Et se faire répéter aujourd'hui, mais on pense encore que c'est un petit peu de votre faute. Et le fameux le call des pilotes et tout ça, mais c'est de la, honnêtement, c'est de la bullshit, là. Je m'excuse. Puis ce qui est malheureux dans cette histoire-là, c'est que on a entendu beaucoup de choses se dire ces derniers mois, dans la dernière année. Puis malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur Ethiopian Airlines. Tu sais, regarde, on va appeler un chat, là, dû au fait que c'est en Éthiopie, puis c'est en Afrique. Ce serait arrivé aux États-Unis, là, cette affaire-là. Là. Ce qui était possible. Il n'y aurait pas eu de deuxième vol.
Le deuxième crash, excusez-moi. Fort probablement. Ce qui est certain, c'est qu'après le deuxième crash, ça n'aurait pas pris 4 jours avant d'arrêter le max dans l'heure qu'il aurait suivi le deuxième. Moi, je te garantis qu'il y aurait eu des questions bien avant ça. Oui, ça aurait été bien avant ça. Les majors aux États-Unis ont beaucoup de poids. Mais de toute façon, on aurait présumé de leurs compétences et donc on se serait dit c'est l'avion le problème. Et donc, on aurait tout arrêté par principe de précaution. Absolument. Oui. Absolument. C'est très bien dit. On n'aurait pas remis en question l'avis des pilotes. Ouais. Et par ricochet, la décision du airline de poser des questions. Ouais. Ce questionnement-là qui aurait été mis de l'avant, on l'aurait pas remis en question. Quelle mauvaise stratégie de communication. Qui perdure, d'ailleurs. Qui perdure. Parce que ce qui est drôle, c'est que Calhoun avait critiqué Muhlenberg pour sa stratégie de gestion des communications. Et plus ça change, plus c'est pareil. Surprise. Enfin, d'ailleurs, arrêtons de lui donner du temps d'onde actuellement. Ouais. On va passer aux questions un petit peu stratégico-organisationnelles qui nous intriguent dans ce dossier-là cette semaine. Les impacts du COVID-19, c'est négatif et positif pour Boeing actuellement. André, il y a une théorie là-dessus. Ouais. Vas-y, André. En fait, d'après moi, les avocats de Boeing ont déjà envoyé des lettres aux compagnies aériennes chinoises pour leur dire, étant donné que vous avez plus besoin de MAX depuis le mois de X date janvier, on va arrêter de vous compenser. OK? Ouais. Parce que les compensations financières que doit verser Boeing à compagnie aérienne, c'est pour l'absence de MAX. OK? L'avion c'est l'absence de capacité. L'absence de capacité. Le fait qu'on puisse pas utiliser le produit. Exactement. À partir du moment où on a un phénomène comme COVID-19 qui crée un ralentissement de la demande, donc, et un surplus même, l'absence du MAX ne te crée plus de tort parce que de toute façon, tu aurais mis des avions au sol, t'as cloué des avions au sol ou tu vas clouer des avions au sol. J'ai pas à te compenser pour ça. Mais moi, j'ai hâte de voir la réaction du gouvernement chinois par rapport à ça. Si c'est ça leur argument? Leur argument, là. Mais ça va être le même pour toutes les compagnies aériennes qui vont réduire leur capacité. Ça va être le même mais à ce moment-là, tu peux pousser ça plus loin, puis les avocats de Boeing peuvent dire c'est de ta faute si les autres non plus ne peuvent plus utiliser le 737 MAX. Mais alors, moi, à court terme, je pense que ça va être, donc, ça va arrêter le versement des compensations financières pour Boeing. Ouais. À moyen et à long terme, c'est un gros ralentissement de la demande de même, c'est pas bon pour les MAX. Connaissant ces compagnies, ces bureaux d'avocats, un petit peu. Mais c'est ce que je ferais, moi. Si j'étais à la tête de Boeing, c'est ce que je ferais. Ouais. Pourquoi ne t'essaierais-tu pas? Mais, et c'est logique. Ta compensation, il faut qu'elle soit versée pour un tort réel. À partir du moment où il y a le COVID-19 qui rentre dans le portrait, il n'y a plus de tort causé, là. Fait que on pourrait appeler ça un act of God? Oui. Probablement que du point de vue de l'aviation, ça en serait un. Je serais curieuse de savoir. En mais fait, si sur la chaîne de production, ça pourrait avoir des impacts. Par contre, général, on s'entend. En fait, sur les opérations, même pas juste sur la chaîne, parce que le support technique non plus, ça doit pas être très facile actuellement. Ouais, puis il y a une dizaine, là, on sait qu'il y a une dizaine de techniciens ou d'employés de Boeing à Everett, donc là où sont fabriqués les 777, qui ont été retirés de la ligne d'assemblage parce qu'ils avaient des symptômes similaires. Avec des symptômes. On est déjà contagieux depuis un bon bout de temps quand on se met à avoir des symptômes, si jamais il s'avère que c'est ce virus-là. Si jamais. Donc, probablement que toute la ligne d'assemblage devrait être. Les gens sont dus pour... Qu'ils vont désinfecter pour vous donner une idée, là, présentement, on considère que ça peut prendre jusqu'à 14 jours avant que les symptômes apparaissent, donc de 7 à 14 jours. Donc, ça se pourrait on se promène parmi nos collègues de manière très, très rapprochée depuis une semaine, peut-être même 2. Et on a trouvé que ce virus-là, il y avait un potentiel qu'il ne soit pas transmis seulement par les sécrétions pulmonaires, ce qui est le cas de certains virus de ce style-là, mais aussi peut-être dans l'urine et les excréments. Donc, ce qui multiplie les chances de contagion de manière très, très importante. Bref, tout ça pour dire que des bons, des mauvais côtés. En tout cas, c'est pas facile. Puis l'État de Washington, présentement, est particulièrement touché par le début de contagion aux États-Unis. Donc, de ce côté-là, ça regarde pas bien. Un petit peu comme Vancouver. Là, c'est la porte d'entrée de l'Asie. Bon, il y a Los Angeles aussi, là, mais et San Francisco. Mais il reste quand même que Seattle, je veux dire, t'as une très grosse communauté asiatique, fait que là, ça va y aller. J'espère juste que la mentalité qu'on a, surtout ici en Amérique du Nord, quand t'as une grippe, tu vas travailler pareil, là, ou quand t'as un... Oui, absolument. Moi, j'espère qu'on va bannir ça, parce que tu fais juste propager le virus encore. Même si c'est juste l'influenza. Oui. L'influenza, des fois, là, moi, pour l'avoir eu une sévère il y a 2 ans, ça a des symptômes assez... Oui, absolument.
Non, la devrais chose pas. responsable à faire, c'est de rester à la maison. Et voilà. Ben, quand t'as l'influenza, tu veux aller travailler, mais je suis pas sûr que tu y vas. Ben, tu veux, ouais. En tout cas, si tu rêves pas juste à ton lit, t'es un peu bizarre, mais c'est une autre histoire. OK. Parlant de choses qui ne vont pas bien pour Boeing, poursuivons. Turkish est le premier gros transporteur international à retirer officiellement les MAX de sa planification pour l'année au complet. Ouais. Oui, c'est apparu pour les lecteurs. Vous pourrez aller voir sur le site de Flight Global de vendredi dernier. C'était sorti. En fait, là, c'est ça. Turkish Airlines a annoncé sa planification pour l'année 2021. Et quand on regarde dans la planification de la flotte, pour le nombre d'appareils monocouloirs, on se rend compte qu'il y a juste des 320 et des 321 Neo qui vont arriver dans la flotte. Il n'y a aucun MAX dans le planning pour l'année 2020 au complet. Mon Dieu, mais la prédiction d'André risque très fortement de se réaliser. Oui, on dirait, parce que c'est la première fois que c'est public. Oui. Mais on s'entend que les planifications sont en cours chez les autres transporteurs. On sait qu'André est dans le secret des dieux de tout le monde. Mais c'est clair, et tu soulèves un point, tous les conseils d'administration de toutes les compagnies aériennes qui ont des MAX en commande font la même évaluation en ce moment. Derrière des portes closes, puis à un moment donné, il faut prendre un choix, là. Puis comme tu parlais en lien avec le COVID-19, il y a une baisse de la demande. Je vois pas pourquoi je planifierais soit des avions de location ou soit la réutilisation des MAX. Oui, si je peux l'éviter. On s'entend que depuis la nuit des temps, la Turquie et c'est l'Europe d'un côté, puis l'Asie de l'autre. Là. Puis la Turquie. Beaucoup de choses qui transitent à travers la Turquie. Là. Donc, c'est pas étonnant de voir que eux, avec un peu de vision, là, moi, je pense que c'est une très, très bonne décision qu'ils prennent. Non seulement tu mitiger les risques au niveau du 737 MAX, là, mais aussi en prévision de ce qui peut arriver. Tout peut leur tomber dessus, autant d'un côté que de l'autre. Là. Ouais. Non, c'est une décision stratégique. Puis, mets-toi à la place des compagnies aériennes. T'es en ralentissement, tu vas perdre de quoi? 5, comme on a dit tantôt, 10% au Canada puis aux États-Unis. Tu vas avoir 10% de passagers en moins. Donc, ça veut dire que tu vas avoir de la misère à remplir tes avions toute l'année. Si ça reste comme c'est là. Et là, vas-tu vouloir mettre des MAX en service que les premiers mois, tu vas avoir encore plus de misère à les remplir? Ouais. Ça te tente-tu J'ai pas nécessairement vraiment? le goût de voyager en avion, puis en plus, il m'assoirait dans un MAX. Moi, je suis le président, je suis le président d'une compagnie aérienne qui a des MAX en commande. Je vais voir mon régulateur, que ce soit la FAA ou Transport Canada, puis je leur dis, s'il vous plaît, renversez pas vos verres d'eau. Je leur dis, prenez donc votre temps avec le MAX. Ça presse peut-être pas tant que ça, finalement. Oui, il y a ça, c'est vrai. Tu t'organises pour les tasser le plus tard possible. Effectivement. Ensuite, je suis tanné de parler du MAX. En fait, une dernière petite chose, la FAA, qui avait, au début du mois de février, mentionné qu'on s'en irait dans les vols de recertification très rapidement. Ouais. Non, on va recommencer à parler du MAX. Non, mais on fait ça vraiment vite, là. Finalement, on a redit cette semaine, oui, les vols de certification s'en viennent dans les prochaines semaines, probablement. C'est 28 jours, 4 semaines, jour pour jour après la dernière déclaration au sujet. On refait exactement un copie-coller de la déclaration précédente. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un copie-coller après ça de genre la petite lumière qui fait défaut puis qui est pas vraiment... qui ne s'allume toujours pas. On n'a pas de nouvelles des sanctions à ce sujet-là. On n'a pas de sujet de... En fait, c'est pas vrai. C'est pas qu'elle s'allume pas, c'est qu'elle s'allume trop. Ouais. C'est le contraire. Ça donne mais moi, je l'ai le truc. Hein. C'est un petit G327 qu'il y a là-dedans. Hein. Ouais. Tu l'enlèves. Non. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, j'aime l'idée de... c'est dans Madagascar qu'on avait le pingouin qui réglait la question d'un voyant lumineux. Oui, avec le manuel de vol. Rico, manual. Pouf, claw, problème au sol. Et voilà. On vient de donner la recette à Boeing. Je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Ça prend un pingouin, un manuel de vol. Schlaw! Tu smashes la lumière, problème au sol. C'est ça qui manque chez Boeing. C'est des pingouins pour être en demande, là. OK. Passons à un sujet plus sérieux. Oui. Notre segment défense. On a plein de sujets à couvrir aujourd'hui. Commençons tout de suite avec la Navy. Oui. Ils reçoivent 2 nouveaux appareils. Nouveaux. On va y aller tranquillement. On se calme, Ouellette. Ils en reçoivent un. Un. Fine. Alors, ils ont reçu leur premier Super Hornet. Donc, leur premier F-18 qui a été retravaillé. Ouais. Donc, on parle de modernisation. OK.
C'est, dans le fond, la raison pour laquelle on amène ce sujet-là, parce que certaines personnes pourraient se demander, mais pourquoi vous vous mettez à parler du F-18 Super Hornet dans une chronique comme ça? C'est que ça permet d'amener un point, quelque chose qu'on discute plus songé. Vous allez voir, c'est profond, là. Ah ouais. La Navy est obligée, OK, est obligée de moderniser sa flotte de F-18. Pour la simple et bonne raison qu'il y a du retard au niveau du F-35. Grosse nouvelle ici. Mais surtout, qu'on est en train de se rendre compte que... Greg fait le baveux. Ouais, on est en train de se rendre compte que le F-35 serait peut-être pas capable de tout faire. En tout cas, pas à court terme, ni à moyen terme. Puis ça, c'est dans les rapports gouvernementaux qui sortent régulièrement. Oui, c'est pas notre opinion personnelle. Non. C'est... puis... C'est quand même important de regarder dans son contexte. Là. On a essayé avec le F-35, comme tout le monde le sait, d'avoir une plateforme qui répond à tous les besoins. Ça marche toujours très bien. Et on sait qu'historiquement parlant, jusqu'à maintenant, parce qu'on n'est pas encore rendu à l'époque de Star Trek, on y va, on s'en va vers là. Focus, on y va, mais on n'est pas encore rendu là. Okay? Donc le F-35 ne peut pas tout faire. Une des... vous remarquerez, vous irez voir, par exemple, les photos qui roulent en ce moment sur Internet, les dernières photos du F-35. On fait beaucoup de tests et on essaye de pallier au fait que on n'est pas capable de tout rentrer dans les soutes à armement interne. Fait que vous allez voir les F-35 avec des beaux petits pylônes en bout d'aile. Ce qui n'était pas supposé exister. Ce qui n'était pas supposé exister parce que si tu rajoutes de quoi en dessous des ailes, tu viens de changer tu viens de modifier la forme de l'avion et donc il n'est plus invisible il n'est plus visible au radar. Tu sais. Donc, ça devient compliqué. Donc, la Navy est obligée de moderniser ses F-18. OK? Donc, on va passer, longue histoire courte, d'une durée de vie d'à peu près 6 000 heures à 10 000 en 2 phases. OK? Pour les amener au standard, au bloc 3 qu'on appelle. OK? Et ça va se faire en 2 shots. Fait qu'ils en ont commandé des nouveaux qui vont être directement au niveau bloc 3. Puis les vieux vont être apportés, vont être menés à ce standard-là en 2 shots. Ce qui est important de mentionner, c'est que c'est jusqu'à 2033. OK? Fait qu'il y a on s'attend à ce que le F-35 ne réponde pas à ce besoin-là très longtemps. Exactement. Puis comme on sait que les États-Unis doivent garder leur supériorité aérienne supérieure, ils sont obligés de garder de la capacité. Puis ça, ben c'est ce qui justifie cette décision-là. Ils vont quand même ils planifient en modifier, en moderniser 450. Juste même. Ça pourrait peut-être aller jusqu'à 573. Malade! Donc, on se demande si nous, on a 65 avions au Canada, répartis sur un pays qui est à peu près grand comme la Terre. Donc, eux autres, ils ont ça sur 10 porte-avions, c'est-à-dire à peu près 30 hectares de terrain. Ouais, puis tu regardes les nouveaux porte-avions qui sont en train de développer, il y a de la place en masse dans leur jacuzzi. Donc, c'est incroyable. Moi, ça me... Bon, OK, on va arrêter de niaiser. L'échelle de tout ça est absolument... Mais ça me fascine. C'est malade. C'est malade. 450 avions modernisés. Bon, écoute, si on est en forme, on pourrait peut-être en profiter pour toutes les faire, c'est-à-dire 573. Donc, mais là, faisons une petite parenthèse. Oui. Parce que je suis pas sûre que je comprends. C'est quoi le bloc 3, là? C'est quoi cette affaire-là? On va amener différentes modifications au niveau... ça inclut des modifications structurales, c'est au niveau avionique surtout. C'est l'ordinateur de bord qui est capable de gérer... L'avionique. L'avionique qui est capable de gérer la zone de combat. Toute l'information dans une zone de combat rentre dans cet ordinateur-là. Donc, tu es capable de coordonner tu vois tes coéquipiers. T'es connecté au F-35, toi aussi? Ben, genre, ce sera pas aussi performant que le F-35, là, mais en admettant que ça marche. Ça marche-tu, ça? Il y a entre autres une chose qui est intéressante d'un point de vue technique, là. Si on arrête de blaster 2 secondes. La chose qui est importante, c'est au niveau un des gros problèmes ces dernières années, c'est la gestion de l'information au niveau du pilote. Il y a de plus en plus d'informations qui arrivent de partout. Et le pilote peut avoir de la difficulté à gérer tout ça. Dans le cas du F-35, tout ça, c'est géré par une intelligence artificielle. Ceux qui connaissent ça un petit peu savent qu'il existe 2 sortes d'intelligence artificielle, que ce soit de la programmée ou de celle qui apprend toute seule. Dans le cas du F-35, c'est de l'intelligence artificielle programmée et cette intelligence artificielle-là va gérer l'information et mettre en display uniquement ce que le pilote a besoin de savoir.
Donc, ça a l'air facile à dire comme ça, Donc, là, mais c'est pas évident. On gérerait l'overflow On d'informations. gère exactement pour ne pas que le pilote perde du temps à gérer son computer puis à redémarrer Windows. Oui, parce pendant que qu'il est en train on de sait se bien, battre. j'ai pas le droit de taponner mon GPS pendant que je conduis, mais un pilote qui vole à Mach Ouais, mais qui 1, va l'arrêter, 2, tu sais? je sais pas Ouais, trop t'es quoi. que- ouais. Quand pas ça mon Contrôle point, Alt Delete à Mach 1.5, c'est Démarre, tu sais. Donc, Mais on sait où cette fait que affaire-là, c'est à ce niveau-là qu'on essaye un petit peu d'amener tout le monde à un certain standard. Puis l'idée en arrière de ça aussi, c'est les pilotes qui passeraient par le F-18 pourraient s'en aller après ça sur F-35. Il n'y aurait pas une grosse marche et vice-versa. Là. Donc, il y a toute une stratégie. Ouais, puis il y a la gestion de l'information sur un champ de bataille, etc. etc. OK. Mais je Donc, pense que ça ouvre l'option à la Navy de garder 2 types d'appareils dans la flotte pendant longtemps. Ben, ils n'auront pas le choix pour plusieurs raisons, dont entre autres parce que le F-35 ne peut pas tout faire. Et dernier point, je sais que tu n'aimes pas ça, mais je le fais quand même. Dernier point là-dessus, juste pour vous montrer que le F-35 ne peut pas tout faire. La US Air Force est en train de discuter sérieusement quant à l'achat de F-15. Fait que ça, c'est pas du tout un bail-out déguisé de Boeing. Non. Et De Lockheed, tu veux dire? non. Non. F-15 Un est bail-out, fabriqué par donner Boeing. un contrat à Boeing Oh my pour God, financer André, Boeing. tu sais pas ça? Dans ce sens-là. Le F-15 est fabriqué par Boeing. Un désaveu de Lockheed et Bail-out. Moi, non, c'est parce que j'ai pas mordu dans le bail-out. Moi, je mordais dans le désaveu De Lockheed? de Lockheed. Ben, les il y a peut-être deux, ça, il y a en peut-être fait, ben, là. un peu des deux. ça fait les deux en même temps. Mais t'as raison, c'est un beau bail-out. Ben oui, ça va coûter cher. Ça coûte cher des F-15, hein? Ben, Oh. surtout ceux qui veulent acheter. Ils prennent tout équipé. Ils ont pris le trou ouvrant, tout. Ah, OK. Donc, OK. Ben, OK. parlant de Boeing et des forces armées américaines, l'Air Force a décidé officiellement de n'utiliser les tankers KC-46 que dans le cas d'une menace imminente d'un ennemi très important. C'est pas loin d'être Dixit ce qui a été Ouais, dit. ben, là. autrement dit, ce qu'ils viennent de dire, c'est que, à moins que les Russes ou les Chinois nous envahissent, on sort pas nos KC-45. C'est pas- en fait, c'est pas tout à fait ça. On les sort, mais pas pour ce pourquoi pas on les a pour ça achetés. pourquoi on les a achetés. Ouais, Exactement, Ouais, c'est voilà. ça. Donc, les tankers vont être utilisés pour les... ben, je dis les tankers parce que c'est ça leur C'est priorité. comme ça s'ils décidaient d'utiliser un tank pour promener des fournitures. Ouais. un petit peu, ouais. C'est une belle, ou c'est un avion citerne. C'est un avion? Citerne qui C'est un va avion. André, c'est un avion? C'est un avion, effectivement. On va utiliser une citerne. En tout cas, il peut voler longtemps. Ben, il y a ça. Oh, OK. On vient de la perdre. Bon. Claudia. Non, je suis là. OK. Donc, c'est un avion. c'est un avion. Je vais vous ramener à l'ordre. C'est un avion qui ne sera pas utilisé comme tanker, comme, comment on dit, avitailleur ou ravitailleur? Ravitailleur en vol ou avitailleur. OK, Il y a comme whatever. des déclinaisons, mais tu n'aimes aucune. J'aime pas. Moi, je dis tanker. C'est plus badass. Ouais. Tanker. Citerne. Donc là, ce qui arrive en ce moment, c'est que l'avion ne sera pas utilisé comme tanker parce qu'ils ont des gros problèmes au niveau du système de ravitaillement. Mais Oui, l'avion parce que va l'avion, ça va. Là. L'avion, ça va, c'est basé sur un 767, un modèle 300 avec une aile de 400. L'avion peut être utilisé comme pour des évacuations sanitaires ou pour du cargo Mhm. militaire. Fait qu'il va être utilisé pour ça. Ils vont le faire voler quand même, puis je pense qu'ils n'ont pas le choix parce que sinon, ça va gueuler là. Au prix qui coûte chaque appareil et de ne pas les utiliser à quelque chose. N'importe quoi, là, mais à quelque chose, ça passera pas, c'est sûr. Donc là... Mais c'est un désaveu, ça aussi. Ah, ça aussi, parce qu'en fait, le gros du problème, pour ceux qui se demandent, OK, mais c'est beau, là, on vous écoute parler, là, puis ça a l'air bien le fun, mais qu'est-ce qui marche pas? C'est le système de vision synthétique. Ceux qui ont déjà vu des tankers, qui ont eu la chance d'en visiter dans des shows aériens ou qui ont déjà vu des vidéos sur YouTube, vous savez que dans les vieilles versions, t'as le boom, ok, t'as deux façons de ravitailler dans les avions. Soit c'est du drogue qu'on appelle, donc des paniers qui flottent en arrière du tuyau, là, ou c'est un boom métallique solide qui vient se planter, qui est dirigeable un petit peu par un opérateur qui est couché à plat ventre, là, puis qui regarde l'avion en arrière. Fait qu'il est couché en arrière complètement, puis il essaye de... Il fait ça à vue, là. Oui, exactement. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ramené tout le monde en avant, en arrière des pilotes. Mhm. OK? Puis ce gars-là va va gérer le ravitaillement, mais à distance, à travers un système de vision synthétique. Puis ça marche pas.
Fait que tu peux pas te connecter de façon sécuritaire, autrement dit. Exactement. Fait que là, c'est tout ce système-là. Rien de tel que de se faire poker son avion par un boom, là. C'est en tout cas Exactement. super. Ah, Donc, t'as le poké, ouais, c'est bon. Puis en fait, fait que là, on pourrait tenter de dire, oui, mais comment ça se fait? Ben, voyons donc, voir qu'ils sont pas capables de faire. C'est un très gros problème parce qu'effectivement, l'opérateur de boom, de la perche de ravitaillement. Hein? Ah, merci. Ah, c'est beau, ça. oh, wow, bravo, Greg! Oui! Yes. L'opérateur doit constamment s'ajuster par l'avion, le pilote en arrière. Ben, lui, il suit le tanker, oui, mais des fois, il peut avoir des bourrasques devant, etc., etc. Fait qu'il y a toujours un petit ajustement à faire. Puis là, en ce moment, ce qu'ils ont, c'est que l'image est pas fiable. Mm-hmm. Fait que le gars est pas capable de faire sa job comme il faut. Ils peuvent pas l'automatiser non plus. Pour ceux qui seraient tentés de se poser la question, ben, fait juste mettre un robot là-dedans, puis il va gérer ça. Semblerait qu'ils peuvent pas. OK? Aux dernières nouvelles. Donc ça, c'est un très gros problème au On est niveau capable de faire conduire des voitures toutes seules, mais pas de... Fine. Anyway. Fait que pour le moment, on peut pas. Et par rapport à ça, il y a une autre nouvelle, vite, par rapport au tanker. Les Israéliens. Oui. Je pense que tu avais ça dans tes nouvelles. Hein? Absolument, ça s'en Les venait. Israéliens, là, Tu me scoopes complètement. Je prends, on tue la une. Tu vois Donc, comment ça joue dur entre nous autres quand on se vole les scoops. On se vole les scoops, tout. Mais en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les Israéliens sont en appel d'offres pour acheter des ravitailleurs. Et dans les possibilités, donc on se doute qu'ils ont demandé à Airbus avec le 330, MRTT. Et on se doute qu'ils ont demandé à Boeing. Avec celui qui marche pas. Avec celui qui marche pas, exactement. Mais ils ont également demandé, ils ont reçu des réponses de IAI, donc Israeli Aerospace Industries, qui, si vous nous écoutez depuis quelques semaines, vous savez qu'on commence tranquillement à devenir de grands fans de la compagnie comme telle, là, dans le sens où eux autres, ils ont découvert un créneau. Ils ont une unité d'affaires qui se spécialise dans les modifications d'avions. Conversion d'avion. Conversion d'avion. Merci, André. Entre autres, cargo et tout ça. Là, qui, elle, s'est dit, hey, sais-tu quoi? On va t'en faire un tanker, moi. Fait que, ils ont dans l'idée d'acheter je veux pas dire des vieux 767, mais des 767 en service. Usagés. De les modifier puis de faire des tankers avec ça. Mais là, Boeing, ils veulent pas. Non. Boeing n'est pas contente. Boeing a fait une Boeingerie. Boeing fait son bully. Et voilà. Quoi de neuf à Renton? Boeing est un bully. Donc, Boeing c'est ne pas veut tombé de pas. votre chaise Là, l'affaire actuellement. qui arrive, c'est que vous êtes donc bien baveux aujourd'hui. Tu peux bien parler. C'est la pause qui a fait ça. C'est la pause qui a fait ça, ouais. On n'a pas les détails de pourquoi que Boeing veut pas. Le truc le plus facile, ce serait de dire, ben, c'est probablement un problème de propriété intellectuelle au niveau du design, du software, parce que je veux dire, tu sais, poser des rivets, n'importe qui peut faire ça. Là. Non, mais pourquoi qu'ils veulent pas? Ils veulent pas parce qu'ils se créeraient un concurrent, là. Ça, c'est clair. Ouais, puis connaissant IAI, ils se créeraient un concurrent que ça marche. Ouais, ben oui, étrange. Donc, ça serait gênant qu'IAI achète un 777, des 777 usagés. Ouais. Qu'elle achète le système de mode ravitaillement ou de perche de ravitaillement. Ouais. Puis qu'elle réussisse à le faire fonctionner avant que Boeing. Ce serait très certainement le cas. Parce qu'en fait, tu sais, juste pour dire pour les drogues, là, le système de ravitaillement avec les tuyaux puis les paniers là, au bout des ailes. Donc, ceux qui ont déjà vu des avions ravitailleurs, quand vous voyez des paniers là, qui flottent au bout des ailes en arrière d'un tuyau, là, ce système-là, c'est entre autres, c'est Cobham qui fabrique ça. C'est un des manufacturiers de ce système-là. Ils sont en Angleterre. Puis d'après moi, à ce niveau-là, on s'entend, là, n'importe qui peut aller les voir et en acheter. Donc, fait que je pense que Boeing, ils doivent suer un petit peu. Là, parce que là, t'as un de tes partenaires historiques. Là, on sait que l'Israël a toujours été très proche des Américains et tout ça. Là, qui est en train de te dire, hey, sais-tu, man, moi, j'ai toujours été un grand fan de toi, là. Mais là, ça marche pas tes affaires. Mais là, affaires, ça marche pas tes affaires. Ben là, ça, c'est sans compter le fait qu'il y a des provisions dans l'OMC qui te permettent de t'approvisionner localement, nationalement, pour des raisons militaires. C'est une des seules exceptions au libre marché structuré par l'OMC. Donc, Boeing a un tanker qui marche pas, puis il y aurait un concurrent national. Exactement. C'est comme... Puis de dire carrément non à IAC et à Israël, c'est une des pires choses. IAI, parce que les Israéliens ont déjà
se sont déjà fait dire non dans le passé et ils ont déjà réussi à convertir ou adapter des choses, développer des choses localement de manière très efficace. Oui. En général, on dirait qu'ils ne prennent pas non pour réponse. Historiquement parlant, l'Israël, en général, on rentre la réponse c'est oui. La réponse c'est oui. Absolument. At large, là, OK, on fera pas d'histoire, puis on partira pas de... Mais oui, effectivement, les fois où on essayait de les tasser ou de leur dire non, ils se sont organisés tout seuls. Un autre exemple aéronautique de ça, c'est le KFIR, K-F-I-R, qui est un Mirage modifié par les Israéliens. Puis ça vient du fait qu'à un moment donné, il y a eu un embargo sur l'armement, et Israël a dit moi j'ai quand même besoin de me défendre. Donc ils ont modifié des appareils. Fait que tout ça pour dire que ils sont capables, ils l'ont déjà fait. Ils sont capables, ils l'ont déjà fait, ils sont très bons. Que tu les aimes, que tu les aimes pas, ils sont très bons dans ce qu'ils font. Donc, j'ai hâte de voir où est-ce qu'on va s'en aller avec ça parce que ça risque d'être intéressant. Mais en général, c'est pas une bonne idée de pousser un indépendant dans un coin. Il réagit normalement en s'organisant pour se passer de toi. Oui, tout à fait. Ça va peut-être être une petite affaire plus longue. Ils ont réussi à faire fléchir Lockheed, hein? Avec le F-35. Oui, quand même. C'est pas parfait, puis c'est pas autant que, si tu veux le comparer, c'est pas autant que le F-18 à l'époque, en 83, quand le Canada en a acheté. On a acheté la propriété intellectuelle. Là. À jouer dans l'API du F-35 est pas aussi étendu que ce qu'ils voulaient au départ. Exactement. Mais c'est quand même... Mais ils ont quand même réussi à faire fléchir Lockheed. Et ils ont été les seuls, non? Oui. À date, oui. Ça a été refusé au Canada. Puis nous, on a pris non pour une réponse. Nous, on n'a même pas attendu. On est parti avant la réponse. Oui, c'est ça. Hey, on pourrait-tu... Non? OK, non, c'est beau. Merci. Oubliez que j'ai demandé. Hey, je voulais te demander, non, mais c'est beau, je te le demanderai pas. On a même dit merci. C'est ça. Puis là, on s'entend. On s'est excusé. Je veux juste que ce soit clair là, pour nos chums, amis et collègues dans les forces. Là, c'est pas de vous qu'on rit, là, c'est de Travaux publics Canada, OK? Les Canadiens en général. En tout cas. OK. C'est tout? Non, il reste justement, on parlait des avions militaires au Canada, le CF-18. Oui. Saab est toujours dans la course pour le remplacement. Oui, alors... Oui, c'est vrai. C'est tombé cette semaine, ça? Le Gripen E. Alors, Saab a présenté l'équipe Gripen Canada, là, où, entre autres choses, CAE... Ça sonne comme une gang de bobsleigh, OK? Gripen Canada. Moi, honnêtement, j'ai les chocottes. Gripen Canada. Hein? Tu sais? Ça tire. Ben alors, André. Ça y est, on l'a perdu. Ouais, on en parlait, c'est parce qu'on en parlait en préparation d'émission tantôt, là, mais... CAE fait partie de l'équipe. D'ailleurs, CAE, soulignons-le, va s'occuper de la formation des prochains avions de chasse canadiens. Ouais, peu importe c'est qui, anyway. Que ce soit le Super Hornet, le F-35 ou le Gripen. Ils sont avec les trois. Félicitations, CAE. Quand t'es le meilleur dans ton domaine... Quand même, hein? Quand on dit que tu veux être un incontournable dans ton domaine, ils ont réussi. Mais il y a pas ou peu d'autres partenaires québécois dans le... Je pense qu'il y a Peraton aussi. Mais c'est pas majeur. Au niveau maintenance. Ouais, puis c'est pas majeur. Ouais. Faudra voir ce que Gripen va faire. Est-ce qu'ils vont les assembler ici ou bien... il leur reste à organiser une certaine façon. Mais ça serait fort probable parce qu'ils l'ont fait au Brésil. Ouais, alors Ils en ont vendu aux Brésiliens, puis l'assemblage se fait. Il a volé, d'ailleurs, le premier a volé il y a quelques semaines, voire peut-être un mois. Et de tous les appareils européens qui étaient en compétition ou qui avaient un potentiel... C'est la question que j'avais pour toi, André. Comment ça se fait que lui est encore là? Et comment ça se fait qu'il croit qu'il a peut-être une chance? Ben, c'est que dans le cas du Gripen, toute l'avionique, l'informatique vient des États-Unis. Donc, elle est déjà certifiée ITAR aux États-Unis, ces systèmes-là. Il y a une autre affaire aussi. Et, en fait, t'as posé une question, tu savais la réponse. Bon, c'est parce qu'on en a parlé tantôt en préparant l'émission. Mais l'autre affaire, je vais te le laisser parce que c'est pas mal ton data. Le moteur. Ouais. C'est quoi ce moteur? C'est un GE 414. C'est le même moteur que le super obsolète. Le super Hornet. Que je possède en hors d'onde des fois, le super obsolète, mais ça n'a rien à passer. Il est correct. C'est juste par méchanceté. Hey, je fais toi l'idée parce que le super Hornet, il va être dans le Top Gun. Okay? Oui, c'est ça. Regarde, c'est sûr que si Maverick a choisi le super Hornet, il y a quelque chose de bon dedans. Ben, c'est tout simplement parce que le F-35 n'est pas biplace. On s'ostinera pas avec Maverick. Ben oui. Ben, toutes les prises de vue sont prises en place arrière. Quand tu vois que c'est vraiment lui, oh mon Dieu, c'est Tom Cruise dans l'avion, il est en place arrière. C'est pas lui qui pilote. Ouais, mais tu sais, une petite GoPro dans le top de la cabine, ça aurait pu se faire aussi, là. Non, en tout cas, on partira pas là-dessus. Bref. Le F-35 est pas biplace, il peut pas être en arrière, là. Non, mais je veux dire, la caméra peut être en arrière, même s'il n'y a pas quelqu'un d'assis en arrière. Ben, on y voit pas la face. Ouais. S'il est pas là. Hein?
En tout cas, hey! On a perdu Non, Claudia. ouais, oh oui, là, solide. Solide. Fait que c'est ça. Fait qu'on on continue avec ça. Donc là, le Gripen a une chance. C'est une superbe petite machine, by the way. Et d'ailleurs, le prix, si ma mémoire est bonne, le prix du Gripen est très bas par rapport Il y a des gars qui se sont amusés. Il y a entre autres, il y a comment ça s'appelle? Il y a un blog sur Internet qui parle je pense que c'est Fighter for Canada ou quelque chose comme ça, qui s'est amusé à calculer genre que pour le prix des F-35 qu'on veut acheter, on pourrait acheter quelque chose comme 160 ou 180 Gripen. Fait que rien comparé aux 450 que les... Oui, mais c'est quand même... tout de même, là. Mais quand même, ouais. Ouais. Soit dit en passant, une petite note joyeuse pour finir. Les Blue Angels Oui. qui volent sur F-18. Oui. Ils volent sur F-18 classique. Ils vont switcher l'année prochaine sur Super Hornet. OK. Eh ben. Raison de plus pour aller les voir. Ouais. OK. Eh ben, là-dessus, messieurs. Ouais. Ouais. Déjà? Ben, Ça a passé vite. Ouais. quand même. Merci tout le monde d'avoir été présent cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez visiter la page Facebook de l'Aéropod pour poser vos questions, faire vos commentaires, etc. Comme Nicolas. Également, visiter nos sites web mentoraéro.com et lesailesduquebec.com si vous avez des questions, n'importe quoi. Ouais. Et puis, là-dessus, on vous souhaite une excellente semaine. Et André? Et en ce printemps qui approche à Montréal, on vous souhaite une tempête de ciel bleu. All right. Merci tout le monde. Au revoir. Bye.